Bonjour et bienvenue chez le Doc Mayou. Société, débat, relations, famille. Le Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Bonjour tout le monde, bonjour Pierre. Madame Janine, j'ai reçu une lettre très particulière, une auditrice libre. Oui. Bonjour Madame Janine, Monsieur Mayou. Vous avez fait, Monsieur Mayou, une très bonne réponse sur ce qu'est l'humilité. D'ailleurs, vous la redites à l'occasion. J'ajoute simplement ce commentaire. Sainte Thérèse, la petite point d'interrogation, que vous aimez ou n'aimez pas, dit simplement ceci, et je crois que vous serez d'accord, même venant d'une sainte. Elle dit, l'humilité, c'est la vérité. Et voilà. Au revoir, je vous écoute sans être toujours d'accord avec vos remarques. L'humilité, c'est la vérité, c'est fort. La fort. Vérité. Oui. C'est vrai. Peu importe qui l'a dit, il y a quelqu'un qui l'a dit avant moi, c'est parfait, on lui laisse. Ouais. L'humilité d'inhumain. T'as pas d'argument fallacieux. L'humilité, c'est les choses à leur plus simple expression. Ben oui, c'est oui. Et ne pas, l'humilité, c'est pas se traîner à quatre pattes. L'humilité, c'est la vérité. La vérité sur soi. Oui. Tu sais, quand je dis force, faiblesse, aptitude, limite, c'est la vérité de soi. L'humilité, c'est ça. Alors, si quelqu'un est très bon, parlant d'humilité, chère Janine, je vais devoir me confesser. Pas à moi, Pierre. Oui, avec un certain plaisir, j'ai été infidèle à notre réseau hier. Oui, bon, écoutez, vous êtes un être libre, est-ce que je sache? Je suis allé chez un compétiteur. Oui. Télévisuel, pas Alors ça, c'est pas grave. Ça, c'est pardonné d'avance. Hein? Ouais, je suis allé enregistrer ma présence à Tout le monde en parle, qui va passer dimanche soir. Oh! Et qu'est-ce que ça donne un Guy Lepage avec un Pierre? Pierre, avez-vous une lettre, vous, entre le Pierre et le Mayou? Sur mon show, c'est Pierre Régent Mayou. Alors Pierre, R, Mayou et Guy, qu'est-ce que ça donne, Pierre? Vous allez être en mesure d'apprécier dimanche soir, c'est, pour te paraphraser, je savais que tu me demanderais cette question-là, et sais-tu quelle réponse qui m'est venue? C'est une expression que tu utilises régulièrement. Ça a été costaud. C'était... Oh, flûte. Wow. Non. OK. OK. Ça a été costaud. Sportif. Costaud. Et inutile de te dire que je ne suis pas un psychiatre, je suis ce que je suis. Oui. C'est là que j'ai réalisé, sur le plateau de Tout le monde en parle, que ceux qui pensent que je joue un rôle de psychiatre, non, ma vraie nature, là, j'y ai été confronté vertement hier soir. Qui a saigné? Je ne sais pas si c'est du monde qui ont saigné, les spectateurs apprécieront. OK, ça risque d'être de la bonne télévision. En tout cas... Je ne sais pas parce qu'il y a un montage, hein, ça va dépendre comment ça va être monté, puis parce que il y a 5 heures d'enregistrement. C'est vrai qu'il y a des pauses, il y a des arrêts, mais il y a tout de même 5 heures d'enregistrement. Pas juste sur votre cas, là. Non. Globalement, c'est 5 heures. On est 7 invités. Oui. Et pour l'instant, j'en dis pas plus parce que je veux réserver l'élément surprise. Bien que ça m'ait pas défendu d'en parler, mais je veux pas vendre les punchs avant. Okay, mais si ce n'est que c'est pour adultes, là. C'est une rencontre pour adultes. Dernière question, Pierre. Oui. Ça a été costaud. Avez-vous aimé ça? T'es permis ça. Celle-là, je l'attendais pas. J'ai aimé ça. Oui. Bon. Écoute. Le contraire m'aurait presque étonné, mais en tout cas. C'est-tu plat? Honnêtement, ça a fini à 1h moins quart, OK? J'ai pris le taxi, je me suis en allé à l'hôtel, j'ai été reçu, là, j'ai été très bien reçu. Oui. C'est du monde chic. Radio-Canada sait recevoir, je m'entends te le dire. Ben, Pierre, c'est notre alors, télé, hein? Oui, il y avait un contre-échange, j'avais une entente avec l'hôtel Le Germain, et j'avais une belle chambre confortable. Je suis allé me coucher, et je croyais que ça me prendrait du temps avant de m'endormir. Ça n'a
pas pris beaucoup plus que 5-6 minutes. Vous aviez tout donné. Alors, costaud et sportif. Puis 6h10, je t'ai réveillé ce matin et un peu fripé, tu vas me dire, parce que habituellement, j'aime dormir plus que ça. 1h14 cette nuit. Oui. Vous avez fini le tournage, pas hier après-midi. Non, j'étais avec toi hier après-midi. C'est ça, moi je pensais que vous aviez quitté le plateau, vous étiez venu ici. Non, cette nuit. Non, on se reprend. Non, l'enregistrement a commencé à 7h30. Hey, moi, je suis arrivé à 8h. Oui. Et ensuite, j'ai passé, je suis resté, et ça s'est terminé vers 1h moins quart. Savez-vous une chose? La formule, là, elle s'appelle presse citron, parce qu'à 1h du matin, quand tu es fatigué, quand tu as eu ta journée, tu te fais interviewer par Guy Lepage, tu laisses aller beaucoup de jus. Hein? Alors, j'ai fait ma clinique externe de psychiatrie, une grosse demi-journée hier matin. On a fait l'émission hier ensemble, l'après-midi. Oui. Je suis monté, je suis à la maison, changé quelques téléphones. J'ai appelé une avocate, j'étais en colère. Oui. Et je l'ai engueulé en montant, c'est une histoire d'avocate de DPJ. Et je suis allé à l'hôtel, j'ai pris un club sandwich, sauté dans le taxi, Radio-Canada, j'étais là à 8h, et toute la soirée jusqu'à 1h moins quart. Non, Pépé, écoute, réellement, là, Pépé, il est pas pire. Hey, pour un petit vieux, là... Mais comme tu dis, j'aurais aimé ça le matin, tu sais, j'aurais préféré le matin, parce que je suis à mon meilleur le matin. C'est là que j'ai les esprits, l'esprit le plus clair. Mais je me demande si c'est pas voulu qu'ils fassent ça comme ça, justement pour cuisiner leur monde au maximum. T'es fatigué, t'as une grosse journée. C'est-à-dire, il y a des individus, un jour. Mais Janine, il y a les individus nocturnes, à cycle nictéméral nocturne, OK, sont beaucoup plus alertes en soirée. Ouais. Mais moi, je suis beaucoup plus alerte le matin, l'après-midi, mais en soirée, je suis beaucoup moins bon. En tout cas, oui, on va s'en reparler. On va s'en reparler parce que, dépendamment de ce qu'ils vont retenir, là, oui, ça pourrait peut-être faire jaser beaucoup parce qu'il y a il y a quelques sujets qui ont été abordés, en plus de mon moi, là. Et à un moment donné, j'ai été questionné. Alors, si tu me questionnes sur quelque chose que j'ai déjà dit et que j'endosse, c'est bien évident que je vais le répéter. Et ça n'a pas plu au plateau, là. Fait que là, You got mail. Écoute, moi, qu'est-ce qu'ils vont faire, là? Tu sais, tu ne peux pas, avec moi, Janine, utiliser l'effet de groupe pour me faire taire. OK? Ils misent là-dessus, Pierre. Ils ont misé là-dessus. Non, non. Guillaume et Danny Turcotte ont été des gentlemen, je vous préviens. Oui, mais ils vous feront pas taire. Il n'y a personne qui va vous faire taire. Mais la présence des participants sur le plateau peut faire taire un invité. Oui. Parce qu'il y a des réactions. Il y avait des réactions? Mettez-nous au moins sur cette piste-là. Attends. Dans l'auditoire. Je te dis simplement ceci, OK? Tu ne peux pas, à date dans ma vie, là, tu ne peux pas compter sur l'effet de groupe pour me faire taire. Ça, depuis que j'ai l'âge à peu près de 12-13 ans que je suis comme ça. Correct? Oui. Deuxième point, tu ne peux pas amener un individu costaud pour essayer de m'intimider par sa prestance physique. Ça, c'est la dernière chose à faire. Parce que ça m'allume, Janine, et j'ai hérité ça de mon père. Pierre. Mon père était comme ça, il était pas gros, mais quand un gros voulait l'intimider par la force, il devenait un lion en 4 secondes. Je vous ai entendu donner un exemple hier soir. Les gens vont dire pourquoi. C'est parce que j'ai regardé un document qui s'en vient. Et puis vous parlez d'une certaine altercation, là. À l'hôpital Sainte-Marie, les auditeurs, les auditrices en avaient parlé de nombreuses fois, mais vous me dites ça aujourd'hui, puis moi je vous ai écouté hier soir pour d'autres raisons. Et puis ça colle. Ça colle toujours, Pierre. Et c'est vrai, qu'est-ce que tu veux? Bon, je suis ce que je suis, t'es ce que t'es. Maintenant, tout ça pour dire que être médecin, ce n'est pas une façon d'être, c'est l'exercice d'une profession. Oui. Et que le gars, en dehors de sa profession, est le gars. Ouais. Bon, ouais. Ceci étant dit, oui. J'écoute, là j'avais oublié nos auditeurs. Oui, c'est tribune libre. C'est tribune libre. Puis je pense que ça peut se comprendre, là. Alors, 790-0224, 1-800-667-5241, c'est tribune libre du vendredi, vos préoccupations et tout ça. Tout ce dont on n'a pas abordé, lors de thèmes chaque semaine, on en parle. Des fois, c'est très pointu. Ça concerne que vous. Alors, c'est le vendredi qu'on fait ça. Et Pierre, aujourd'hui, il y a eu 2 gros dossiers. Je sais pas, juste un petit commentaire, en tout cas, de votre part. Oui. Le Vatican qui intensifie sa guerre contre les gays. OK? On mêle encore gays
pédophile. On crée encore une ambiguïté entre les deux termes avec cette histoire-là. Moi, je trouve que c'est triste. Je ne sais pas dans quelle voie on s'embarque, Pierre, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'homosexuels qui vont être ostracisés encore plus. C'est comme avalisé là, par le Vatican, en tout cas. Oui, c'est pas nouveau, Janine. Non, mais que ça revienne encore en 2005. Puis, autre affaire, Pierre, Michel Auger, qui écrit aujourd'hui dans les affaires judiciaires du journal, et il dit, personne n'a beaucoup abordé, sinon personne, l'aspect, se procurer de la coke, on a beaucoup parlé cette semaine, c'est faire affaire avec le monde interlope. Puis lui, il a goûté au monde interlope, hein, parce qu'il décriait, il était sur des gros dossiers, journaliste-là, il dit, c'est ça. Puis quand c'est rendu en haute sphère politique, qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? Il n'y a pas, comment je pourrais dire, on peut pas minimiser. On peut pas minimiser le fait que tous ceux qui se procurent de la coke, pour toutes sortes de raisons, font affaire directement avec le monde interlope, pour lequel on paye des fortunes, des enquêteurs là pour s'en débarrasser. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est à lire. Je trouve que c'est un papier qui est une belle réflexion. Si on veut appauvrir une population à tout point de vue, on n'a qu'à introduire une drogue comme ça. D'ailleurs, souvenons-nous de la guerre de l'opium. Oui. Qu'est-ce que les Anglais avaient fait avec les Chinois? Ils leur en avaient servi sur des plateaux d'argent, Pierre. Hein? Ils les avaient réduits à la dépendance de ces drogues-là. Et pour sortir les Anglais, mais il a fallu qu'ils sortent l'opium. Ouais. En tout cas. Oui, alors on crée des esclaves aujourd'hui. D'un autre genre qu'on en créait autrefois. Alors je vous donne les numéros de téléphone, puis Pierre, même si vous êtes couché tard, on y va pour notre tribune libre. Oui. 7900-224, 1-800-667-5241. Janine Ross. Et on va tout de suite à Annie. Bonjour Annie. Oui, bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ça va bien? Bonjour Annie. Bonjour, Dr. Maillot. Je suis contente de vous parler. À vous écouter, parce que ça fait déjà quelques années que je vous écoute. J'ai jamais appelé, par exemple. J'apprends à comprendre les comportements, justement, des gens, puis être plus de façon analytique, sans en vouloir toujours pointer, là, mais tenter de mieux comprendre les gens que je côtoie, que je socialise. Puis mais comment se fait-il... Attendez un petit peu, Annie, là. C'est important ce que vous venez de dire. Comment se fait-il que vous voyez ça? Êtes-vous psychologue de formation? Non. Avez-vous une formation universitaire? Oui. En quoi? En service de santé. En service de santé. Bon, vous avez une formation universitaire. Mais comment se fait-il que tant d'individus qui sont des professionnels, des intervenants professionnels, m'accusent exactement du contraire? Comment ça se fait qu'il y a tant de monde? Vous voyez ça, vous dites, j'écoute, puis j'apprends à comprendre le comportement des gens qui m'entourent. Comment ça se fait que vous nous arrivez spontanément avec ça, puis qu'il y a du monde, et vous allez le voir dimanche soir, là, qui m'accuse de toutes sortes de maudites affaires? Ou bien je suis le plus grand des démagogues, le plus grand charlatan que le Québec a jamais eu, ou bien il y a un maudit paquet d'adultes patchés des deux yeux au Québec. Non, mais vous allez voir la grosse boule de neige que vous allez créer en plein mois de juillet, vous, en entraînant graduellement des gens, en faisant changer des mentalités. En plein mois de juillet, on va avoir de la neige. Parce que ça va grossir, ça tranquillement pas vite, ça fait 10 ans, vous dites vous êtes là, peut-être aussi longtemps je vous écoute, mais je vois des gens changent graduellement leur perception ou vont plus loin dans leur questionnement. Mais si c'est vrai ce que vous dites, c'est épeurant. Ben non, pas du tout. Janine. Mais Pierre, on parle de climat social. Je trouve votre analogie, Annie, géniale. C'est-à-dire, vous allez créer au mois de juillet une boule de neige. C'est un climat social qui prend une tangente parce que tout le monde sait. Mais oui. Vous savez, j'ai l'impression des fois qu'il y en a qui me voient comme étant dangereux et me le disent. Je vais finir par les croire. Mais vous l'êtes, Pierre. Vous êtes dangereux. Quand vous faites prendre conscience depuis 10 ans aux gens qu'il y a des pédophiles dans leur famille, vous dérangez. Vous êtes dangereux, vous brisez l'harmonie familiale dans tellement de familles. Certains que vous êtes dangereux, jamais on dira le contraire. Je pense que je vais lire Sainte Thérèse avec l'humilité.
Alors, tout ça pour en venir à parler aujourd'hui, moi je voulais parler du président de Norbourg. Oui. Lorsqu'on faisait la nomenclature, de ces certains méfaits, là, détournement d'argent, il faisait un très gros train de vie, l'avion pour aller chercher des gens à Québec. Il était le premier au bureau le matin et le dernier à en partir. Il allait dîner avec ses employés. Bref, on nous montrait un tableau d'un homme infatigable. Et là, on avait ajouté à un moment donné, il va aux danseuses séparées aux 2 semaines. Là, moi, dans mon histoire, il me manquait un petit maillon. Puis là, je me disais, bon, je sais peut-être des Tobayou va en parler, mais il me manquait un maillon que je comprenais pas dans ce que j'avais comme énoncé. Et quand j'avais fait cette semaine sur la cocaïne, j'ai trouvé le maillon que je pense qu'il me manquait et je crois que ça ressemble à un drogué à la cocaïne. Le garde du corps, à quoi ça sert un garde du corps maintenant, après l'histoire de Boisclair? On sait à quoi ça sert un garde du corps. Et M. Norbourg avait son garde du corps, même s'il a nié avoir un garde du corps, on sait maintenant qu'il y en avait un. Il y avait de l'argent. Il y avait de l'argent. Puis si jamais il y avait consommation, il fallait qu'il se fasse protéger, c'est avec le monde interlope. C'est comme ça que je le vois. Ça se pourrait très bien. Alors, on voit un homme très téméraire, un menteur, de venir dire qu'il va rembourser quand tu as détourné tellement d'argent et se donner le trouble d'ouvrir tellement de comptes. Moi, en tout cas, là, cette émission-là, cette semaine, même si je suis dans le réseau de la santé, on connaît pas beaucoup ce milieu-là, vraiment. Et ça m'a permis d'identifier qu'est-ce que chez un individu, je pouvais mieux le cerner, disons, avec des éléments, puis arriver à une certaine conclusion. Et là, moi, je suis arrivée à cette conclusion-là. J'ai dit, bon, c'est ça, c'est la cocaïne le problème, en dessous de tous les... C'est une hypothèse. C'est une hypothèse intéressante. Et quand je pense à Boisclair, cet homme imbu de lui-même, qui avant d'aller, on sait comment il est prétentieux, M. Boisclair, avant d'aller à Harvard, pendant 2 ans, il nous a dit qu'il irait à Harvard. Il est revenu quelques mois plus tard, puis il nous dit qu'il a passé 1 an à Harvard. Puis je l'écoutais avant-hier, une journaliste qui l'interviewait, puis il dit... Vous voyez comment j'ai répondu de façon très intelligente à votre question. Mais là, il qualifiait lui-même sa réponse. Tout à fait. Bon. Alors, puis là, d'ajouter un autre qui dit, il faut ne pas plus toucher à la vie privée des gens. Mais là, s'il ne faut plus y toucher, laissons aller tous les batteurs de femmes, tous les pédophiles, tous les grands criminels, les bandits, parce qu'on dit que la vie privée, c'est une chose, puis la vie publique en est une autre. Ben voyons donc. À un moment donné, c'est pas étanche comme ça, hein? Non. 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 Il y a un tout pour faire un individu. Quand il y a une facette qui est moins belle, comme dans le cas de Cloutier, ben c'est assez pour envoyer le gars en prison. Malgré les belles choses qu'il a pu réaliser. Vous savez, Annie, je pense que je vais devoir faire amende honorable. J'ai mentionné, Janine, cette semaine, j'ai déploré la naïveté affichée chez beaucoup de femmes. C'est pas le cas, là. C'est pas le cas des propos Annie, que vient de tenir Annie. Non. Vous me faites mentir effrontément. Mais jamais, Non, mais je vous le dis, c'est un compliment que je vous fais. Et je suis content. Je suis content de m'être trompé. Je suis content que cette émission-là ait augmenté le niveau d'information, vous ait permis à vous d'être mieux informés et de pouvoir commencer à observer des comportements et à y réfléchir. Ça, là, vous nous faites un cadeau cet après-midi. Là, moi, j'aime l'argent, hein, et ça, là, même sur le même pied cet après-midi, votre témoignage que ma paye. Moi, j'aime tellement ça quand vous dites « j'aime l'argent ». J'aime tellement entendre ça. C'est rare que quelqu'un est assez honnête pour dire ça. Mais c'est vrai que je voulais que je vous dise. J'aime l'argent, mais j'aime pas la dépenser. J'aime piler. Ça, vous l'avez répété souvent. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez? J'ai grandi là-dedans, mon père était comme ça, ma mère était... Mes 2 parents étaient comme ça. C'est du monde qui aimait l'argent, mais pas la dépenser. Comprenez-vous? Oui. Faire aller l'argent le plus loin possible. Le faire, c'est ça. Puis très généreux, hein. Mon père est un des rares individus que j'ai connus qui a tout donné ses biens de son vivant. Tout graduellement. Il a tout donné. Quand il est décédé à 81 ans, il n'y avait strictement plus rien à son nom depuis plusieurs années. J'ai trouvé ça génial et je peux vous assurer que je vais répéter la même chose. Est-ce que je peux terminer avec une petite phrase? Bah oui. Que je me répète,
Quand j'écoute le Doc Mayou, je grandis. Alors, sur ça, je vous souhaite une belle fin de semaine. Vous, là, vous écoutez dimanche. ben, t'es obligé de me taire. J'étais pas fin cette semaine. Bonjour. Bonjour Annie, merci beaucoup. Tiens, c'est étonnant cette émission-là. J'ai beaucoup craint que ça devienne du bitchage public. On parlait de la cocaïne, des habitudes, puis est-ce qu'on pouvait se permettre en haute sphère, puis il y avait Boisclair, puis ça n'a pas du tout pris cette tangente-là. Et ça, Pierre, c'est aussi grâce à nos auditeurs auditrices qui ont décidé d'aller au cœur du sujet, et pas juste de descendre les hommes politiques pour le plaisir de laisser aller un trop-plein, parce qu'on en a plein de casques des fois, des voir aller. Mais c'est ça, c'est nos auditeurs, nos auditrices qui ont donné le ton avec la vérité, Pierre. Ils ont expliqué, et puis vous l'avez orienté en ce sens dès le départ. Fait que ça n'a pas été du bitchage de ménérage. Non. C'était un partage de beaucoup d'informations et d'expériences. Pour mieux informer, pour que nous puissions mieux observer et tirer de meilleures conclusions. Et Ça commence à être fun. Moi, on parle à Daniel. C'est plaisant. Hein? Daniel? Oui. Bonjour, Mme Ross. Bonjour, Dr. Mayou. Monsieur Daniel. Moi, ça fait 1 an que je vous écoute, là, à peu près 2 jours par semaine. Puis, je réfléchis, puis je change des affaires. Entre autres, une émission que vous avez eue l'année dernière, à l'hiver passé, vous parliez des relations bénéfiques puis des relations néfastes. Fait que j'ai décidé, vous dire qu'il fallait flusher les relations néfastes, c'était pas bon, il faut s'entourer de monde bénéfique. Fait que les faux amis, puis toute la famille, sans aucune exception, j'ai flushé ça. Là, j'ai regardé mon entourage. Puis j'ai étudié le monde qui est autour de moi. Puis, j'ai mis je les ai mis dans des catégories, là. Puis, il y en a une, c'est comme les néfastes, là. Il y avait 82% de personnes néfastes, 5% de monde équilibré ou qui a de l'allure, 9% de monde entre les deux, puis 4% que j'ai pas réussi à saisir. Puis, au printemps passé, vous avez parlé d'une étude qui avait 19% de personnes équilibrées. Ça vient d'Alex Layton, oui. 9 critères. Puis c'est quoi dans votre étude le nombre de personnes fuckées? C'est-à-dire, c'était pas exprimé sous forme de fucké. C'était exprimé sous forme de ayant vraiment un trouble mental ou une maladie. Ça, c'était au moins 12%. Et entre les deux, à des degrés différents, plus ou moins avec un trouble, dépendamment des circonstances, comprenez-vous? Mais graduel, là. Alors, vous prenez 19%, bien équilibré, solide. Et vous avez 12%, là, complètement out. Et entre les deux, à des degrés différents. C'est comme un escalier, comprenez-vous? Alors, c'est sûr, comme j'ai mentionné, quelqu'un peut avoir bien de l'allure, il a la phobie des serpents. Au Québec, c'est pas un problème. Alors, il va avoir un petit trouble psychologique, mais c'est inoffensif au Québec. S'il va aux Indes ou au Mexique, là, ça commence à être pas mal moins. Ou au Costa Rica, là, c'est plus drôle. Parce qu'une phobie des serpents aux Indes, il va être dysfonctionnel. Comprenez-vous? Oui. Alors, à des degrés différents entre les deux, là, c'est plus ou moins troublé, plus ou moins foqué, dépendamment des circonstances puis de ce qui se passe. Ça nous donne 70% d'être relativement équilibré, qui flotte, comme vous venez de le dire, entre les deux extrêmes, puis suivant les moments de leur vie. Oui, puis exactement. Quand il arrive une crise, ben là, il faut les entourer, d'en prendre soin. Mais après 1 an et demi, ils repartent, puis ils sont pas pires, fragiles, feluettes un peu, mais bien entourés. Ils réussissent à être avec le conjoint. J'ai vu ça à plusieurs reprises. Par exemple, beaucoup de personnes qui font vie commune, OK, ont l'air tout à fait corrects. Un des deux meurt, l'autre est complètement tilté, dysfonctionnel. Alors, c'était une personne qui fonctionnait sous l'aile de quelqu'un qui était capable d'en battre adéquatement. Et j'ai eu une surprise à un moment donné au Lac-Saint-Jean, dans une cause où j'avais témoigné, les filles, à un moment donné, les parents décident après 35 ans de se séparer, et les filles pensaient que c'était le père qui allait s'effoirer, parce que la mère avait toujours donné une image de force. Et quelle ne fut pas la surprise de toute la famille de voir la bonne femme se ramasser chez ses filles dysfonctionnelles, éplorées, alors que le bonhomme, lui, les cours de danse, puis tac, puis il fonctionnait comme il n'avait jamais fonctionné. Alors, les amis, c'est pas évident. Daniel, merci beaucoup.
d'avoir ouvert tout ça. Moi, je me demandais, c'est où qui se cache le monde équilibré? Moi, c'est comme dans mon entourage, ça fait- on est rien que 5%. Oui, mais ils se cachent pas, ils sont discrets, ils font leur affaire, puis ils sont bien. Yves Mailloux. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. L'exercice dont parlait Daniel tantôt, tu passes tout ton entourage, là, puis les amis proches, puis tout ça, puis avec une cote. Lequel est néfaste pour moi, lequel me fait du bien. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font ça comme exercice, et pourtant, c'est très instructif. On parle C'est sûr qu'il y a un risque d'erreur. Faut pas que ça devienne soyons prudents, là, parce que c'est pas évident. Alors, Alex Layton, qui était un psychiatre chevronné, avec une équipe, une très bonne équipe, avait réussi à faire cette étude-là. Ça leur a pris 10 ans. Ouais. C'est tellement long, là, et c'est tellement difficile. Alors, quand tu as joué des petits clins de psychiatres qui étiquettent après 1 heure des personnes qu'ils s'expertisent comme ayant des troubles de personnalité, oui. ça me fait peur. Et Alors, c'est soyons très prudents bien. là, avec lesquels... Oui. Vous dites peur, et vous avez raison, parce que ça mène très loin. Oui. Dans Et quand certains cas. tu as joué des L'étiquetage. petits clins de psychologues qui évaluent quelqu'un, là, puis après 1 heure et demie, là, qui lui trouvent toutes sortes de problèmes, hey, ça dépend, là. Hey, faire un diagnostic de schizophrénie, ça peut prendre 20 minutes, oui. Mais faire un diagnostic avant de dire de quelqu'un qu'ils ont un trouble de personnalité, c'est de l'ouvrage. Ça, on l'a souvent, hein? Et Souvent. c'est la façon de vivre de quelqu'un. Et souvent, le professionnel risque d'être moins bon dans son appréciation que Daniel, qui a vu toute la longitudinalité de la vie de quelqu'un, c'est-à-dire le développement de sa vie depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans. Dans son milieu. Dans son milieu à lui aussi. Et c'est ça qui fait chier beaucoup de professionnels. C'est que là, j'ai l'impression, moi, que je commence à distribuer de l'information sur l'humain. Et tout d'un coup, tout et un chacun nous appelle et dit, voici, Mailloux, ce que j'ai fait avec l'information qu'on a partagée ensemble. Oui, oui. Parce que souvent, Pierre, il y a des gens qui ont téléphoné et qui vous disaient, d'entrée de jeu, on m'a dit que je souffrais de troubles de la personnalité. Souvent. Qu'est-ce que vous leur répondez systématiquement? C'est très difficile de faire ce diagnostic-là et ça prend des heures et des heures d'écoute de quelqu'un et souvent recueillir l'histoire collatérale de quelqu'un, c'est-à-dire son histoire de vie, pour voir quels sont les patterns qu'il répète, qu'il utilise, la façon dont il se comporte, qu'il entre en relation. Hey, c'est un maudit job! C'est de l'investigation, c'est de l'enquête. C'est carrément. Voilà. Oui. Merci. On parle à Rock maintenant. Bonjour, Rock. Oui, bonjour, ça va bien. Bonjour, Rock. Oui. J'ai hâte de voir ça dimanche soir. Ça doit sûrement aborder. À tes cas, votre humble serviteur, là, il s'est fait brosser la canisse. Ah oui. Mais remarquez bien qu'il y a la maudite manie de la brosser un peu aussi, par exemple. Ben, Ça, vous là, savez, monsieur Mailloux, il y a quelque chose que je respecte beaucoup de vous. C'est que vous êtes un guerrier dans l'âme. Vous savez, il y a des hommes... je suis gros comme un pou! Non, mais il y a J'ai des... juste une patte à Steve. Si au moins j'en avais 2 pour pouvoir me sauver. Je peux Non, même mais- pas me sauver. Ah ouais? Je peux même pas partir avec quelqu'un. Ah ouais? Non, mais vous défendez fort bien vos principes. Il y en a un hier soir à 6 pieds 3 qui m'a allumé, j'aime autant vous le dire. Ah ouais? Il m'a allumé en sacrament. Est-ce qu'il y a des possibilités que ce soit retenu, ça, pour dimanche soir? Je le sais pas, Parmi mais c'est les drôle, pages? avec mes barniques, je le voyais tout petit. J'avais l'impression que j'avais un nain aux côtés de moi. Hey, Pierre, je pense que lundi, on fera pas de thème. On va le dire, là. Je pense qu'on fera pas de thème, puis les gens qui sont avec nous autres tous les jours diront ce qu'ils pensent. On fait pas de thème. Écoutez, ça va... Bon, J'ai je me sais, l'impression que Mailloux, ça va c'est toi. aller là-dessus à leur rock. On va aller à vos préoccupations, puis lundi, si vous avez le goût de rappeler, après avoir vu Pierre... Je sais pas qu'est-ce qu'on va retenir. Je sais. Ben, j'ai bien hâte de voir ça. En tout cas, je sais pas. Allez, Rock. Je voulais vous parler de l'estime de soi et de la communication. C'est un petit poème que j'ai écrit, je ne l'ai pas complètement fini. Ça dure à peu près 20 secondes. Allez-y, on vous écoute. Ouais. OK, là, ça s'intitule l'estime de soi et communication, comme que je dis. Là. Je dis, avant de pouvoir communiquer, nous devons essayer de se comprendre soi-même. Ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas. Ce que nous sommes capables de tolérer ou pas. Savoir estimer notre taux de tolérance envers les autres et soi-même. Parce que si nous ne sommes pas capables de se tolérer soi-même, ne demandons pas aux autres de le faire pour nous. Avant de communiquer, nous devons nous accepter tels que nous sommes avec nos défauts et nos qualités. Et jamais oublier que nous sommes 6,5 milliards d'humains sur la planète
et que nous avons tous des défauts et des qualités. Ce qui fait que nous avons tous quelque chose en commun, nous sommes différents. Apprendre à respecter cette différence. Apprendre à accepter nos défauts et apprendre à accepter que d'autres nous aiment pas. Mais ce qui est important, c'est de se concentrer sur les gens qui nous acceptent tels que nous sommes. Et que ceux qui nous aiment pas ont le droit. Mais votre devoir à ce moment-là est de les ignorer et de respecter leurs différences. En allant vers les gens qui vous acceptent avec vos défauts et vos qualités, vous allez avoir une meilleure estime de soi-même et vous allez apprendre à vraiment vous aimer. C'est ça mon petit poème. Belle réflexion, Roch. Oui. Belle réflexion. Mais c'est que ce que je veux démontrer... Beaucoup de vrai là-dedans, beaucoup. Avant d'échanger avec l'autre, vous savez, vous allez à l'encontre d'un mouvement de psychologie qui voulait forcer la communication, puis vous dites carrément, ferme ta gueule, regarde-toi, étudie-toi, puis après tu t'ouvriras le clapin. Est-ce que j'ai bien compris votre message? Oui. Parce que je trouve qu'on ne respecte pas assez la différence. On parle d'homosexuels. Les autres, là, ils doivent vivre un calvaire quand ils sont dans l'adolescence. Oui, oh, oui. D'apprendre à s'accepter soi-même avec tout ce qu'on dit sur les homosexuels. Il faut qu'ils apprennent à s'accepter eux-mêmes. Qu'est-ce que je trouve vraiment dégueulasse? C'est les parents qui vont arriver après ça puis qui vont dire « J'accepte pas ton homosexualité. J'accepte pas ta différence. J'accepte pas ton individualité. » C'est quoi la normale? C'est-à-dire que si on serait à 90% homosexuel, à ce moment-là, ça serait anormal d'être hétéro? Oui, c'est ça, aussi belle que ça. Oui, absolument. Ben oui. C'est quoi la normalité? Moi, je dis que la normalité des choses, c'est l'individualité. L'individualité, c'est-à-dire, excusez, j'ai de la misère avec ce mot-là. Non, c'est correct, on vous comprend bien. Mais c'est pour ça que je dis, il faut accepter les autres tels qu'ils sont, puis il faut s'affecter soi-même aussi, avec ses défauts et ses qualités. Après ça, on est prêt à accepter les autres. C'est ça. On pourrait se demander à la lumière de ce que vous venez de raconter, Roch, si les homosexuels n'ont pas plus de chemin que bien des hétéros, justement parce qu'ils sont obligés d'affronter leurs différences très tôt dans la vie, dès l'adolescence. Défendre ça, ils sont différents. Ils vont l'exprimer beaucoup dans leur vie. Ils sont souvent marginaux, originaux. Puis tout, ils sont obligés de vivre avec leurs différences, Pierre. Ou bien ils ne s'acceptent pas et deviennent homophobes. Puis mais crissent des volets à des personnes dans des haltes routières. Ben, ça, moi, c'est pas facultatif ce que vous dites, Roch, là. Ouais. Parce que quelqu'un qui ne s'accepte pas, il peut devenir dangereux. Il devient dangereux pour les autres. Il devient un batteur de femmes, il devient un batteur d'enfants, il devient un batteur d'homosexuels. Tu sais, c'est pas anodin tout à fait ce que vous effleurez cet après-midi, là. Hein? Non, mais c'est important d'accepter. Je sais que j'ai une banane de mon chum. Mais garde-moi pas avec ça. Pas besoin de toi pour savoir, là. Je le sais, j'en ai des défauts. On a tous des défauts, il faut s'accepter. C'est pour ça que je dis ça. Je vais parler d'autres choses aussi. J'ai entendu parler pas mal de guerre la semaine passée. Oui. Puis je pense que l'être humain, on est rendu à la croisière des chemins entre notre instinct et notre intelligence. Oui. C'est-à-dire que la chose la plus instinctive et la plus intelligente qu'on n'a jamais construite, c'est l'arme nucléaire. Et la question est-ce qu'on va survivre à nos instincts? Il y en a qui émettent des doutes là-dessus. Si ça continue de même. Hein? Non, mais à date, moi, je trouve que l'être humain, il n'agit pas tellement très intelligent. On est tous en train d'exploiter nos ressources naturelles. On ne regarde pas dans le futur, dans le fond, ce qu'on peut faire exactement avec ce qu'on a présentement. On a mis pas mal collé, mais hey, Roch. Oui, on réfléchit, c'est bien. On peut ne pas être d'accord, mais on se fait aller le... Ah ouais. Non pas le clapet, mais comment on l'appellerait bien? Le ciboulot. Le ciboulot. Puis accepter ce qu'on peut pas changer, oui, mais changer ce qu'on peut changer, par exemple. Tiens, tant qu'à ajouter un grain de sel, Pierre. Janine Ross. Tribune libre du vendredi, toutes sortes de sujets. Les sujets qui touchent la psychologie, les comportements qu'on a avec les autres et qui nous interpellent. On y va avec Annie. Bonjour, Annie. Bon.
OK. 1, 2, 3, go. On parle à Brenda. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Brenda ou Brenda? Brenda. Brenda. Oui. Bon, Comme Brenda Lee. Docteur Maillot, je suis d'accord avec tout ce que je viens d'entendre. Ça reflète ce que je suis. J'ai les mêmes compliments à vous faire. Vos analyses renforcent ma personnalité innée. Mon point aujourd'hui, c'est pour André Boisclair concernant la cocaïne. Je trouve que il manque de quelque chose à quelque part. Je pense que ce gars-là devrait être expulsé de façon exemplaire. Et puis ma question, c'est le sondage qui m'inquiète. Est-ce que le sondage reflèterait le pourcentage des gens dépendants de la cocaïne? Brenda, on parle de quoi? C'est 71% d'appui Oui, 71%. À sa candidature comme chef du Parti québécois. Ça m'inquiète bien gros. Brenda, le seul point que je peux dire, c'est que la cocaïne est un fléau actuellement au Québec. C'est ça. Il y a des débits, écoutez bien ça là, Je le sais. il y a des débits de vente de cocaïne dans tous les petits villages du comté de Masquinongé. Et venez pas me faire suer et me dire que c'est pas vrai, c'est mes patients C'est dangereux. qui me disent. C'est très inquiétant. J'ai une clinique externe pour tout le comté de Masquinongé. Oui. Alors, tous ceux qui veulent être référents en psychiatrie passent par moi, comprenez-vous? Oui. Alors j'ai des patients dans tous les villages. J'ai travaillé dans les bars, j'ai vu le monde consommer, j'ai consommé moi-même, j'ai vu les dommages que ça faisait. Puis j'ai vu comment c'était banalisé quand il y a une personnalité comme ça qui est reconnue comme un cocaïnomane, ben là, ils s'en servent pour banaliser. Ah ben lui, il en prend, c'est pas plus grave que ça, peut-être peut-être. Et Brenda, il en prenait seulement dans les parties, pas au travail. Non, mon œil. Vous croyez pas ça? Mon œil. Le matin, là, pour se lever, il avait besoin de sa ligne, d'après moi, avant de mettre le pied à terre. Parce que ça devient comme ça rapidement? Ben voyons Ouais. donc. C'est parce que quand on est là-dessus, là, physiquement, là, on sent plus nos douleurs, on sent plus notre fatigue. Puis là, on fait des choses qu'on ferait pas normal, dans un état normal. Alors, après que l'effet est parti, notre corps est tellement fatigué qu'on a besoin d'une ligne pour repartir. Ah ouais? Ben voyons donc. Un petit café, c'est pas suffisant? Moi, je me base sur à peu près une cinquantaine de personnes que je côtoyais régulièrement, là. Oh. Puis, si je fais mon analyse personnelle, là, comme moi inclusivement, là, c'est comme vous l'avez déjà expliqué, le down après, là, les montagnes russes, là, tu peux plus fonctionner, tu peux plus raisonner. J'ai vu du monde, puis je l'ai fait moi-même, là. Mettons, tu es en train de jouer au vidéo poker avec une ligne, là. Ben là, t'as plus le même raisonnement. T'es plus toi-même. La cocaïne prend le dessus sur toi. Brenda? Oui. C'est pas un petit peu inquiétant, puis c'est drôle, ça semble pas inquiéter de beaucoup d'autres personnes que moi, c'est inquiétant. que Même même le pote est inquiétant. son chef de cabinet a été reconnu comme ayant fraudé, et il se serait reconnu lui-même, d'après les médias. Ça, c'est une goutte d'eau, ça. Luc Doré se serait reconnu lui-même toxicomane à la cocaïne. Ça, c'est une goutte d'eau. Le chef de cabinet d'André Boisclair, pendant qu'il était ministre de 98-99, là. Ouais. Ouais, c'était sous Lucien Ça, c'est Bouchard. très inquiétant. Ça, c'est rien que la goutte d'eau. Les hommes d'affaires, les représentants, les politiciens, il y en a partout. Les affaires... Vous savez, Brenda, il n'y aura pas le choix. Il va falloir qu'ils disent au public de qui il se procurait sa cocaïne. Oui. Est-ce que c'était d'un trafiquant de drogue, du réseau des Hells Angels, ou si c'était son chef de cabinet? Imaginez si le gouvernement n'a pas mis ses culottes en 2001 pour faire le ménage. Comment tu peux diriger en tant que politicien? Il faut Si que tu as cet des liens homme-là avec soit mis dehors tout de suite. Parce qu'ils ont des liens évidents avec le crime organisé. Parce que ce marché-là est détenu par les motards, Pierre, puis le crime organisé, un point, c'est tout. Alors, comment tu peux On peut pas avoir manipuler de cocaïne sans que ça vienne d'eux autres. Il va y avoir des vendeurs indépendants, mais ils se procurent leur drogue. Eux autres, ils n'ont pas le choix d'acheter d'eux autres, sinon ils se font casser les deux jambes. Est-ce qu'il est possible que son stock lui était fourni dans les parties par son chef de cabinet, Luc Doré? Oh, c'est bien possible. J'ai vu, moi, lui-même s'étant reconnu toxicomane à la cocaïne. Des compagnies payer leurs employés avec de la cocaïne. Où ça? non, Brenda, vous avez vu ça? J'ai pas compris le début de ce que vous avez dit. Je sais, je connais des gens qui travaillaient,
Puis, pour être capable de travailler plus longtemps, il avait besoin d'un pushing. Alors, il était dans le milieu de la drogue. Et puis, quand il recevait sa paye, le 50% de sa paye était coupé parce qu'il s'était fait fournir la cocaïne pour être capable de faire ses heures de travail. La prime de performance. Et l'alimentation, c'est un fléau épouvantable. Merci de l'avoir dit. La drogue au Québec est un enjeu majeur. Alors, avant de faire la souveraineté du Québec, les TICAS, on nettoie. On nettoie, on légalise ce qui doit être légalisé et on fait le grand ménage. Une crise. Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Deuxième tentative de parler à Annie. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Annie. Bonjour, Dr Mailloux. Bonjour, Janine. Premièrement, moi, je veux vous dire, je suis très, très nerveuse. C'est la première fois que j'appelle. Bienvenue. Ça fait 9 ans que je vous écoute, donc depuis l'âge de 18 ans. Oh. Oui. Et je peux vous dire, vous avez complété mon éducation. On peut dire ça comme ça. Je trouve ça gros, là. Mais ça ressemble beaucoup à ça. J'ai eu un père absent et puis un père qui mettait pas ses culottes. Et puis, j'ai trouvé que là-dessus, vous les mettez. Et puis, ça m'a aidé. Vous avez été comme un genre de père substitut. Mais c'est un peu gros, là. C'est drôle, Annie, parce qu'il y a des hommes qui disent des choses comme ça à Pierre. Ah oui? Oui. Mais oui. Oui. Ah ben, oui. Alors c'est ça. Donc, je voulais vous remercier dans un premier temps. Et puis, moi, je vous appelle aujourd'hui parce que, en fait, il y a quelque chose qui excusez-moi, là, il y a mon copain qui arrive, je crois. Attends, ça tombe pas dans un bon moment. Ça vous déconcentre? Hein? Ça vous déconcentre? Ça me déconcentre. Juste un instant. Peux-tu sortir? Peux-tu sortir? Wow, Simonac, elle veut nous parler. Reviens dans 15 minutes. Ouais. OK. Le téléphone, donc, ouais. Hein? Annie? Donc, moi, je vous appelle parce que depuis Oui. 2 semaines environ, je me rends compte, en fait, je m'en suis rendu compte avant ça, mais là, je suis comme dans une impasse. Je me dis, on dirait que je me donne pas droit au succès et je me donne pas droit d'être heureuse. Mm-hmm. Et je veux essayer de comprendre pourquoi. J'essaie de comprendre pourquoi, mais j'ai besoin de votre lanterne. Oui, allez-y. J'ai quitté un emploi très payant parce que et qui était je veux pas trop en dire, je veux pas qu'on me reconnaisse, mais Oui. qui était familial. Oui. Et en fait, je voulais faire ce dont j'avais envie, être dans le milieu artistique. Oui. Et depuis que j'ai quitté, je suis complètement sans dessous. J'arrive pas à me retrouver. Premièrement, je me sens coupable Mm-hmm. parce que mon père me voyait prendre la direction d'entreprise. Mm-hmm. Et au-delà de ça, on dirait que je ne me permets pas de réussir. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre exactement pourquoi. Mais j'ai une question, Pierre. Est-ce que votre père, Annie, vous avait demandé de prendre la relève? Et vous avez-tu demandé si ça vous tentait de prendre la relève? Et oui, il m'en avait parlé. Moi, je lui avais dit, ben écoute, on verra. Tu sais, mais ça, c'était il y a 2 ans. J'avais dit, je suis pas sûre. Sans plus. Et quand je lui ai annoncé finalement que je quittais, il y a vraiment eu de la peine. J'ai vraiment vu que lui, il me voyait prendre la succession. Là, tu sais. C'est tout ce que j'avais comme Annie, question, Pierre. est-ce qu'il est possible que votre père soit un bon féminisé et comme tout bon féminisé, royalement hypocrite? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis pas sûre de bien comprendre votre question. Est-ce qu'il est possible que votre père soit un homme qui ait adopté des attitudes féminines au point d'être hypocrite comme les pires des femmes? C'est possible. Parce qu'en tout cas, je me suis dit, si pour lui, il voulait que je prenne la direction de l'entreprise dans quelques années, ben, il me semble qu'il aurait dû me le dire clairement, puis avant ça. Et Annie, beaucoup plus que ça. Pardon? Beaucoup plus que ça. Ah oui? Si votre père avait voulu que s'il avait vraiment voulu que vous preniez la direction de l'entreprise, il vous aurait simplement aidé à vous y préparer. D'accord. Ce qu'il n'a pas fait pantoute, n'est-ce pas? Exactement. Donc, On appelle ça un hypocrite.
Un féminisé hypocrite. Donc, il voulait pas vraiment, Pierre, c'est Non, gratuit. non, il veut vous échouiller. La raison pour laquelle il vous a pas préparé le sacrement, c'est qu'il est en rivalité avec vous comme une bonne femme. Ah oui. Probablement qu'il veut que vous échouiez. Il vous met ça, et puis vous ayant pas préparé, vous allez échouer, vous n'êtes pas préparé. Comprenez-vous? Non seulement il vous a pas préparé, mais il vous a enfargé dans vos jambes avec des émotions comme la culpabilité, toutes sortes de maudits cossins, pas droit au succès. C'est bien sûr que vous allez échouer. Il n'a pas réussi, cet homme-là, Pierre. Annie, Écoute, il n'a jamais réussi à avoir une queue entre les deux jambes. Ben, ça, Annie l'a clairement dit. Il portait pas les culottes, donc il est nu-fesse. Ouais. Il est nu-fesse, puis il n'a pas de queue. Il s'est fait grignoter la queue par sa mère. Ça ressemble à ça, oui. Maillot, t'es vulgaire. Va falloir t'attacher à un moment donné. T'envoyer à Cuba. Il a aussi toujours tenté de... Ben, en fait, pas juste lui, là, je veux pas juste le blâmer lui. Il a aussi tenté de me décourager, lui, ma belle-mère, mon grand-père, toute sa famille, finalement, me voyait à la direction de cette entreprise-là. C'est race d'hypocrite, ça n'a pas de bon sens, comprenez-vous? OK. C'est des doubles impasses. OK. Il vous fait... Le discours est faux. Le discours ne correspond pas aux attitudes. Et l'inverse des attitudes. Puis là, il a choisi... Mais c'est ça l'hypocrisie, c'est ça le mensonge. Et le pire, c'est que le bozo, il se rend pas compte qu'il ment. Il se ment lui-même. Non, il n'a pas envie. Il a juste envie que vous vous cassiez la gueule. Mais pourquoi un parent aurait envie qu'un enfant se casse la gueule? Mais oui, parce qu'il n'y a pas de... Vous savez, il faut comprendre comment un homme se sent s'il n'y a pas de couilles puis il n'y a pas de pénis entre les deux jambes. C'est une graine qu'il y a là. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment ça peut être pénible à vivre au quotidien. Il a vécu l'enfer, votre père, sur Terre. Il va aller au ciel. Ça, oui. Il va aller au ciel parce qu'il a vécu l'enfer. Comprenez-vous? Oui. Non, mais... Annie a déjoué son jeu, là, en s'en allant. Oui. Ouais. Là, les jetons. c'est rien. C'est que il est en partie... il est assez hypocrite que la peine qu'il vous a démontrée est probablement une grande joie. Ils sont hypocrites, ça n'a pas de bon sens. Avec ce genre de bozo-là, vous êtes obligé de prendre le contraire de ses propos, OK? OK. Et le contraire des émotions exprimées. OK. Essayez de mettre ça bout à bout, puis c'est probablement ça. Oh, hey, imagine te retrouver là-dedans. Mais là, Pierre, Annie, là, Ouais. publiquement, en larguant l'entreprise familiale, c'est comme si elle disait, je suis pas capable. Lui, dans le fond, ça ferait son affaire. Ben, en partie. Je suis pas capable, je m'en vais. Là, il s'agit qu'Annie se plante pas, par exemple, dans la nouvelle job. Ça marche. Là, par exemple. Quoi? Se planter. Annie, Oui. continue à grandir. Le reste, là, c'est de la babiole. Eh oui, mais c'est ça, il faut pas qu'elle lui donne raison une deuxième fois. Non, même pas. Il s'agit juste de grandir. On n'a pas à lutter contre des influences comme ça. Il s'agit de grandir, puis ça devient comme l'impression que j'ai eue hier soir. 6 pieds 3, je le voyais comme un nain. C'est drôle, à chaque fois que je le regardais, il rapetissait. OK. Tu sais, il m'a donné... Dérange plus, c'est un nain. Je vais vous dire une autre chose. On m'a diagnostiqué à 20 ans trouble d'anxiété généralisée. Et puis, on dirait que moi, ça m'a bloqué. Eh oui. J'ai l'impression à ce moment-là d'être vraiment différente des autres, d'avoir comme un handicap. Et puis... Annie, à 20 ans, vous étiez immature, c'est pas sans raison. Alors, le savant, c'est un savant psychologue ou psychiatre qui vous a étiqueté? OK. Le tartampion aurait dû vous dire, écoute, Annie, t'as 20 ans, t'es pas grande, puis t'es vraiment pas grande. Mhm. Bon. T'es une petite pounette. Oui. Hein? Il y a une partie de vous qui est une petite pounette. OK. Ça grandit des petites pounettes. C'est en plein ça. Oui. Oui. Bye, Annie. Merci Amusez-vous beaucoup. bien. Rappelez un de ces quatre. On va maintenant à... Attendez un peu. C'est très utile, le diagnostic trouble d'anxiété généralisée. Mais là, Encore Pierre, avec ça. Je suis jamais avec ça. T'as réglé Fais quoi quoi? avec ça? Mais c'est ça, t'as réglé quoi quand Rien. tu prends ça? Rien. T'as encore une étiquette de plus à transporter. Si tu lui dis, écoute, ma chère, t'as 20 ans, t'es pas vieille, mais il y a une partie de toi qui est encore... Comment t'as dit ça, une pounette? Oui, une pounette. Oui. Il y a une partie de toi, malheureusement, qui est restée au stade de pounette. Oui. Mais ça grandit. On finit, C'est ça. c'est ça. Bon, puis Il c'est y a pas rendu de le moment, drame là. là. Tu sais, on fait pas un plat, écoute, il y a une partie de toi qui a pas grandi. Correct, on va tu sais, Oui. on va regarder ça, on prend 2 minutes, on va regarder ça un peu, puis va que la galère, grandit.
Alors Pierre, on va à Gilbert tout de suite. Bonjour Gilbert. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour Gilbert. Elle a la graine des affaires. Son intelligence peut faire chier son père. Oubliez pas ça. Ah, oui. Oui, ouais, parce que c'est vrai que ça sonne intelligent, jeune fille-là, hein? Pas à peu près. Oui. Pas à peu près. Elle a une graine d'intelligence là, au niveau des affaires là, qui me semble. Là. Moi, je serais à sa place, je partirais une business sensiblement comme la sienne, juste pour le faire baver. Non, la motivation est pas bonne. Elle partira une business lorsqu'elle aura envie d'être en affaires. Il y a ça également. Moi, j'appelais pas pour ça. J'appelais pour M. Boisclair. Et sa coke. Ça vous fait sourire, hein? Mais si vous me le permettez, est-ce que je peux ouvrir des portes? Écoute, Gilbert, je dis pas un mot. Okay. Lâchez-vous lousse. Parfait. Est-ce que les journalistes peuvent enquêter sur les autres politiciens? Est-ce que M. Boisclair, en dévoilant qu'il prenait de la coke, c'est bien, aux yeux du peuple, je me dévoile, je dis tout et je me montre comme quoi je prends de la coke. Alors, je peux être très droit au niveau de la politique. C'est une image. Mais est-ce qu'il peut être le pusher pour les autres? Oh, un beau petit dealer. Est-ce qu'il Qui lui fournissait le stock? Qui lui fournissait le stock? Ah oui, il n'y aura pas il y aura pas de place à l'Omerta autour de ça. Il va être obligé. Il va être obligé de donner le nom. Savez-vous pourquoi il va être obligé? Parce que celui qui lui a fourni le stock va pouvoir le faire chanter en tout temps s'il devient premier ministre. C'est sûr. Et voilà. C'est sûr. Hey! Gilbert. Oui. Ça donne que ça fait 26 ans que je vois des patients, puis il y en a une maudite gang qui prennent de la drogue. Je connais un petit peu les ins and outs, là. Hein? Alors, Tidré, M. Sourire, il va falloir devenir sérieux, parce que le public, c'est pas tous des imbéciles. Est-ce que vous avez vu lorsque... Maintenant, allez plus loin dans votre raisonnement. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres politiciens qui étaient présents à ces parties de poudre? C'est exactement... Et qui d'autre était là? Qui d'autre était là? Fait que moi, je demande aux journalistes de faire une petite enquête au niveau de tout ça. Mettre les choses là. J'ai l'impression qu'ils vont ouvrir des Pandores, mon ami. Parce que là, mon Tidré, c'est pas la longueur de ta queue qui nous intéresse. OK? Absolument pas. Ça n'a rien à voir avec c'est ta capacité de gérer une fortune qu'on t'envoie. Mais les mains libres, pas liées par le crime organisé derrière ça. Voyons, c'est ça. Il va être soumis à chantage. Son pusher peut le faire chanter n'importe quand. Alors, M. Sourire prend les devants et dit, mon pusher, c'était, écoute, ça peut être son chef de cabinet. On a appris le lendemain, son chef de cabinet, Luc Doré, était un toxicomane à cocaïne. Pendant qu'il était chef de cabinet, d'après ce que les gens... Si cette information-là est vraie, elle est extrêmement importante, et là, il faut faire des liens. Et là, j'ai pas ouvert un autre Pandore, qui est au niveau de la police. Oh! Les gens non connus, le commun des mortels... non, là, vous embarquerez pas la police de Québec là-dedans après-midi, vous, là? Se font arrêter à possession de coke. Est-ce que tous ceux qui sont fait arrêter vont être libérés? Comment tu te sens? Là, la pauvre police de Québec, ils en ont eu plein de casse, là, avec l'affaire de la bande à gilet, là. Et là, vous embarquerez pas dans poudre à André. Mais ce que Gilbert dit, comment les policiers vont pouvoir agir à un moment donné? Tu laisses filer des jeunes politiques, qu'est-ce que tu fais avec les autres? Janine, on peut même aller plus que ça. Est-ce que la police de Québec était au courant d'un trafic de poudre autour d'André Boisclair? Et si... Gilbert, vous êtes mauvaise langue. J'ai appris ça de vous. Ah, bon Dieu! Maudit tannant. Gilbert, merci beaucoup. Il n'y a pas de toi, puis portez-vous bien. Moi aussi, bye bye. Mauvaise langue. La météo présentée par Subaru. Profitez de l'événement Beau temps, mauvais temps de Subaru. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Et on continue tout ça, tribune libre du vendredi avec Caroline. Bonjour Caroline. Oui, bonjour. Bonjour Caroline. Bon, je suis très contente de pouvoir me confier à vous. Je suis un peu nerveuse parce que là, je suis au radio. Moi, j'appelle pour un problème d'anxiété que j'ai. Voilà, une semaine, je suis allée en voyage d'affaires pour une raison d'affaires d'un domaine médical. J'ai 2 enfants, un garçon de 9 ans et un de 2 ans. Puis je m'étais dit que je vais y aller à ce voyage-là. J'avais pas de problème avec ça, mais 2-3 jours avant, les nerfs me poignent.
Puis là, l'anxiété. Puis là, rendu là-bas, je voulais pas y aller, hein. Je voulais virer de bord. Mes amis m'ont pogné, m'ont dit, je te jure que tu vas embarquer dans cet avion-là. Fait que j'étais allée à mon voyage. Puis après une journée, ben, ça s'est placé. Je suis revenue, puis ça s'est bien passé. Mais c'est un problème que j'ai de laisser mon chez nous, laisser mes enfants. Ensuite, après avoir eu mon deuxième bébé, j'ai eu un postpartum après. J'ai eu un problème d'anxiété aussi. Je peux vous dire que ça fait 4-5 ans là, que je travaille sur ce problème-là. Donc, c'était avant le dernier? C'était-tu avant le dernier bébé? Après le deuxième. Après le deuxième, puis avant, jamais? Oui. J'ai perdu mon père il y a 4 ans. Ça a commencé peut-être un peu après ça, mais je pense pas que ça en soit la cause. Depuis 4-5 ans, vous dites « je travaille sur ça ». Oui. Parlez-nous de votre travail sur ça. Ben, j'ai rencontré des psychologues, j'ai vu un psychiatre, un médecin en psychiatrie, parce que c'est quelque chose que je veux me débarrasser. De quoi vous voulez vous débarrasser? Ben, de cet état-là, de vivre cette anxiété-là, parce que je le sais que c'est pas normal. Il y a beaucoup de gens qui vont aller en voyage. Mais vous savez, Caroline, l'anxiété est un signal. Et là, vous me dites, je voudrais me débarrasser d'un signal. Oui. Donc, Pierre, c'est pas une maladie. Tout le monde qui appelle parle de leur anxiété comme étant une maladie. Mais non, c'est un signal. C'est ça. Et c'est un signal qu'il y a quelque chose qui fait peur. Vous savez, là, Caroline, demain matin, on va se débarrasser des lumières rouges dans la ville de Montréal et dans la ville de Québec. Je comprends. Mais c'est un signal que j'ai quand il n'y a aucun danger. Je sais que mes enfants vont être très bien ici avec leur père. Non. Wow. Là, il va falloir que vous nous convainquiez de ça. Bébé de 2 ans, très bien avec son père. Convainquez-nous. Pardon? Convainquez-nous. Ben, son père est ambulancier. Quand je suis partie, il y a la grand-mère aussi qui était là pour le garder. Ils ont passé une très belle semaine, puis mon conjoint, j'ai confiance, je sais qu'ils sont très bien avec lui. Je savais que les enfants seraient très bien. Mais là, je pense vraiment un bébé de 2 ans, Caroline. Oui. Votre conjoint, est-ce qu'il a travaillé pendant la semaine? Oui. C'est grand. Réfléchissez 2 minutes. C'est pas lui qui s'est occupé du bébé. Avez-vous dû élever un enfant? C'est la grand-mère. Bon, merci. C'est votre mère? Vous avez accouché 2 fois. Qui c'est qui a élevé le bébé chez vous? Moi puis mon conjoint. Mais non, qui c'est qui les a élevés? Tout ce qui les a élevés? Oui. Qui c'est qui en a pris soin au quotidien, les bébés? Son père et moi. Fait que le père, lui, il restait à la maison puis il prenait soin des bébés. Ben, quand il travaille, c'est moi, mais quand il est ici, ben, il fait sa part, puis il s'en occupe, puis... Vous êtes à la maison? Oui. Ah oui, quand il est là, il travaille combien d'heures par semaine? 45 heures? Ben, il est ambulancier, il peut travailler 7 jours, puis être 7 jours en congé. Ah oui. Quand il travaille, écoute, il est pas là souvent? Non. Bon. Alors là, c'est la grand-mère qui a pris soin du bébé. C'est la mère de votre mari. Oui. Bon. Alors, parlez-nous de la grand-mère. Ben, la grand-mère... Il ne veut pas nous dire que le père, le bébé est en sécurité avec le père quand le père est en train de chauffer les ambulances. Ça fait pas sérieux, Caroline. Mais Pierre, quel âge avez-vous, Caroline? J'ai 36 ans. Ouais. Hey! Mais elle peut avoir un homme sur qui elle peut compter en cas d'urgence, puis c'est peut-être dans cette optique-là qu'elle le dit, là. Là, quand le gars est sur une urgence, le bébé, s'il se pète la gueule, là, c'est pas l'ambulancier, là, il écoute, il est sur des câbles. Oui. Il peut faire 7 jours en ligne. Mais elle a confiance en lui. La grand-mère... Elle a confiance en lui, il est pas là. Il a allumé quelques-uns, là. Oui, y a-tu quelqu'un qui a élevé des bébés? Autre question, est-ce qu'elle a confiance... Moi, j'en ai pas élevé de bébés, mais j'ai vu du monde élever des bébés. Est-ce qu'elle a confiance en la grand-mère? Oui, complètement, oui. Bon, ben, c'est ça. C'est... Alors, la grand-mère est capable de prendre soin du bébé. Alors, il est où le problème? Ben, c'est ça que je vous dis. Je me demande, il est où le problème? Pourquoi est-ce que j'ai ressenti ça? Je me souviens, dans mon enfance, j'ai parlé à ma mère avant de partir, puis elle dit, depuis que tu as 3 ans, elle dit que tu as ce problème-là. Elle dit, la grand-mère couchait dans la chambre avec toi parce que tu voulais pas dormir la porte fermée. Quelle race de névrotique? Dans quel coin vous êtes originaire, vous? Montréal. Coudonc, à Montréal, là, c'est quasiment le coin le plus reculé du Québec. C'est la moitié du Québec à Montréal, Pierre. Au lac Saint-Jean. Oui, là, vous êtes au lac.
La moitié, Pierre, la moitié des problèmes à Montréal, on les a comme ailleurs. Non, regardez, Caroline, là, moi, je veux bien qu'on soit une race de tarés, mais il y a quand même des maudites limites. Là, vous nous dites que la vieille bonne femme, votre grand-mère, couchait dans votre chambre à 3 ans parce que... Ben, parce qu'elle dit que je voulais pas dormir la porte fermée. Moi, la maudite porte, elle était pas capable de la laisser ouvrir, votre mère? Pardon? Votre mère était pas capable de laiser la porte ouverte? Tellement ça. Ben, j'ai pas souvenir de ça. Non, mais c'est ce qu'a dit votre niaiseuse de mère. Coudon, Ma mère a toujours laissé la porte Janine, ouverte. va-tu falloir se faire venir des femmes d'Afrique pour élever bébé au Québec? Moi, là, Non, je mais- vais d'envoyer un cargo en Afrique. Mais, docteur Mailloux, moi, je vous comprends ce que vous dites, mais si je comprends bien, ce que je pense, c'est que mon anxiété, inconsciemment, c'est parce que j'avais peur que mes enfants soient pas en sécurité. Non, c'est pas... Laissez faire les enfants, vous êtes une gamine. Laissez faire les enfants, là. Le problème n'est pas là, pantoute. OK. D'ailleurs, vous avez commencé tout à l'heure, vous avez dit, dans l'ordre suivant, vous savez, j'avais peur de laisser mon chez nous et mes enfants. Vous avez mis Ben, chez nous je en pense premier que l'affaire. c'est ça. Alors, Peut-être vos pas bébés, là, oubliez ça. OK? OK. 3 ans, la grand-mère, écoutez bien, là. Écoutez bien. À 3 ans, votre grand-mère couche dans votre chambre parce que vous avez peur de dormir la porte fermée. Oui. C'est ce que ma mère m'a dit. Moi, j'ai pas souvenir de ça. Ben oui, je sais, j'ai compris, c'est pas ça. C'est vous qui n'avez pas compris. OK. Vous avez 36 ans. Oui. Faites-vous aller ça, là. Ce que vous avez entre les 2 oreilles, c'est pas une parure. Mhm. OK? Faites rouler ça, là. Oui. Hey? À 3 ans, ma grand-mère couchait dans la chambre avec moi parce que j'avais peur, selon ma mère, de dormir la porte fermée. Oui. Ça vous dit Ben quoi? là, j'essaie de raisonner avec vous, là. Ça vous dit quoi des tarés qui vous entouraient? Ben, je pense qu'il aurait dû fermer la porte, puis me laisser, puis affronter ma peur toute seule. Pourquoi pas laisser la porte ouverte, comme Pierre a dit tantôt? C'est tellement simple. Janine, je te la laisse. Mais là, Pierre, non, mais c'est tellement simple. Un enfant est angoissé, un enfant a peur, t'ouvres la porte. Alors, ça ne demande pas comme Hey, les bonnes faire femmes affaire autour aux de vous, ressources là. familiales au complet. 68 de quotients intellectuels. 68 débiles. Caroline, votre fille de 3 ans vous dit, j'ai peur, maman, Mon quand tu fermes garçon, il y quand a tu fermes des- la porte. Oui. Qu'est-ce que vous auriez Ben, fait? je vais le Votre rassurer. raisonnement me fait capoter après-midi. Je vais le rassurer. Ben là, il aurait dû m'enfermer dans la chambre puis me laisser affronter ma peur. 3 ans Ben là, je ne allumés. sais pas si c'est ça qui est bon à faire. Je vous Non, mais demande votre allumés. avis. Vous êtes éteinte entre les 2 oreilles. Pourquoi? Pourquoi que je t'éteinte entre les 2 oreilles? Oui. J'ai pas été élevée. Merci, c'est bien dit. Vous avez tout compris, c'est vrai. Vous n'avez pas été élevé. Je ne sais même pas c'est quoi la bonne chose à faire. On laisse Je la sais. porte ouverte ou on y fait affronter sa peur? Un enfant de 3 ans, Janine vient de vous dire quelque chose. Ah, écoute, on fait pas un cours universitaire là-dessus, sacrement. On se sert de ce qu'on a entre les 2 oreilles, pas ce qu'on a entre les 2 orteils. T'ouvres la porte, mais C'est de l'air entre les 2 orteils. Elle a été traitée comme ça. Ou de la mousse, comme du... Ben, je me souviens que le reste de mon enfance, ma mère laissait ma porte ouverte. Parce que je voulais pas dormir la porte fermée, j'avais peur. Il cristallise une névrose chez l'enfant, puis ensuite, ben, il dit, ouais, là, maintenant, là, tu sais. C'est ça, maintenant, c'est ça, on va laisser la porte quel- ouverte. quel Mais patente. maintenant, on laisse la porte ouverte. Maintenant qu'elle a peur. Ben là, la vieille, hey, votre grand-mère, c'était tout qu'un os. Savais-tu élever des bébés, ça, cette nounoune-là? 10-12. Vous êtes pas sérieuse. Sacré pas. Mais moi, je veux savoir aujourd'hui. Je règle Hey, ça c'est rien. comment, ce problème-là, moi? Pardon? Non, ben, écoute, premièrement, vous n'avez pas été élevé. C'est déjà, Et elle ça, voulait- c'est déjà un grand constat. Elle vous l'accorde, c'est tout de suite. Vous avez dit, j'ai pas été élevé. Bon, j'ai 36 ans, je connais rien là-dedans, parce que j'ai pas été élevé. Alors, je me fais pas confiance. C'est ça. Ah, ça, c'est le genre de constat. Fait qu'arrêtez de travailler sur vous, là. Puis quand il vous vient une idée comme ça, ouais, c'est pas chic, hein. Tu sais, j'ai pas été élevé. Méchante tarte qui m'entoure. Puis là, belle fine, là, vous n'avez pas été élevé? Ah non, c'est vrai. Là, vous prenez la mère de votre conjoint pour élever votre enfant. Ce qui est là. peut-être pas si bête, finalement, Pierre. Je sais pas. Ben là, je sais pas que je l'apprends pour l'élever, c'est que j'étais partie en voyage. Oui, vous l'apprenez pour vous remplacer quand vous n'êtes pas là. Oui. Bon, pour l'élever quand vous n'êtes pas là. Mhm. C'est vrai.
Bon, ça, c'est peut-être une bonne idée. Est-ce que c'est une femme qui a de l'allure ou c'est une tarée comme votre mère? Ah, ben là, je le sais pas. Bon, alors, c'est votre job de le savoir. Mais Bye, Caroline. Bye. Alors, écoute, c'est ça. Il y a du dépoussiérage à faire, hein? Là-dedans, ouais. Quelle Vanessa. Ouais. Hey, Parce que c'est Pierre vous épeurant. l'avait dit, C'est épeurant. Mais le point central... J'hallucine. Je me fais pas confiance. Elle dit ça à 36 ans. C'est paniquant, c'est angoissant de ne pas se faire confiance. Ça veut dire que c'est à tous les niveaux. Tu ne fais pas confiance, donc tu avances sur des œufs tout le temps. Il y a de quoi faire de l'angoisse. Perdu, comme... Écoutons Yvan Gagnon, Le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Bon, Pierre, signal, anxiété, ça, j'ai bien aimé. J'avoue. Oui. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, on parle d'anxiété, vous parlez d'anxiété, vous êtes là-dedans. Vous pratiquez en psychiatrie, quand vous arrivez, tu sais, vous êtes signal n'égale pas, anxiété n'égale pas maladie, mais c'est un signal de quelque chose. Ça peut être plus simple. Et elle nous a dit, notre auditrice, Caroline, puis je le dis avec beaucoup de respect, Caroline, vous nous avez dit, je veux me débarrasser d'un signal car il n'y a pas de danger. Et moi, je vous dis que votre signal, gardez-le et n'allez surtout pas l'éteindre, car il y a danger. Oui. Vous n'avez pas été élevé. Ça, c'est dangereux. Vous avez la responsabilité de 2 petits êtres humains sans avoir été élevés. C'est de la peau. Oui. Alors, vous avez raison d'être anxieuse. Et s'il vous plaît, ne tolérez jamais qu'un médecin vous gèle ce signal-là. C'est votre seule sonnette d'alarme face à votre incapacité de parenter adéquatement 2 petits êtres humains qui sont sortis dans vos 2 jambes. Entre ça clôt la boucle, Pierre, je pense que ça... Oui, puis je le dis très respectueusement, sans aucune animosité, là. C'est sérieux, la game est grosse. Oui, parce que là, la prochaine étape, c'est qu'elle irait voir le médecin pour dire, écoutez, là, donnez-moi quelque chose. Oui, bon. Et il y a presque 98% des médecins vont y geler la bine. Certainement. Ils vont y geler le signal. Parce qu'elle souffre. Elle souffre, Caroline. Oui, elle souffre. T'as raison, Janine. Alors, on parle à Michel. Bonjour, Michel. Oui, bonjour, Madame Rose. Bonjour, Dr Mailloux. Monsieur Michel. Bon, je ne sais pas par où commencer, mais je veux commencer par le début. La fin. Par la fin. Je vais d'abord vous dire que, je vous le dis souvent parce que je suis un habitué quand même. Oh oui, je reconnais votre voix. Oui, je veux commencer par vous dire que je vous aime énormément, monsieur. Oui, mais là, Michel, il va falloir attendre dimanche. Lundi, là, vous nous rappellerez si possible, parce que hier soir, sur le plateau de Tout le monde en parle, ça a bardé solide. Là, on a parlé des Noirs. Là, je risque de vous aimer et qu'il y ait un pas pour rire, c'est pas possible. Bon, alors, Dr Mailloux, ce matin, si vous n'avez pas lu le Journal de Montréal, spécialement la page 22, là, je vous invite fortement à lire ce que M. Auger a écrit. Parce que j'ai l'impression qu'il a écrit l'article de sa vie, lui, là. Janine en a parlé. Reconnaissons à Janine ce qu'elle a fait. Elle en a parlé au tout début. Tout un article, c'est pas possible. Oui. Il sonne des cloches, hein? Oui. Voix claire, la mafia, les Hells Angels, et le titre des affaires judiciaires de la chronique de Monsieur Michel Auger. Qui a goûté au monde interlope. Janine, je pense que j'ai à peu près jamais utilisé le mot monsieur devant le nom de quelqu'un. Oui. C'en est un, hein? Oui. Oui. Alors, moi, je me demande, les Québécois, ils me déçoivent, mais ils risquent de me décevoir encore parce que quand je vois les sondages, 71%, là, je sais pas où est-ce qu'ils vont tirer ça, mais moi qui n'ai pas né ici, des problèmes, je me demande de sérieuses questions. Parce que quelqu'un comme lui, c'est pas ça mon sujet aujourd'hui, mais c'était une parenthèse. C'est quoi mon sujet aujourd'hui? Mon sujet, c'est l'éducation, Dr Mailloux. L'éducation des parents à leurs enfants. C'est quoi cette impuissance des parents ici au Québec ou au Canada, je ne sais pas. C'est quoi cette impuissance? Dr Mailloux, expliquez-moi, là. Dites-moi ce qu'un jeune garçon ou une jeune fille fait dehors à 1h du matin ou, je sais pas quoi, aux heures tardives de la journée. Ça fait quoi un jeune enfant dehors à cette heure-là? Un jeune enfant de quel âge? On va dire ici, là, j'ai vu que ça peut commencer disons de 10 ans à 15 ans. Parce que moi, d'où je viens, là, même si nous sommes des Africains, on a beau être des tribus, mais l'éducation, on est fort. J'ai jamais vu un enfant, moi personnellement, les enfants sont bien encadrés, Michel, c'est ça? Ils sont encadrés par tous les adultes. Ben oui, par tous les adultes. Ben, qu'est-ce que j'aurais dit à mon père, qui avait des couilles, à mon avis,
qu'est-ce que j'aurais dit à mon père à 1h? Oui, non, c'est impensable. Je n'y ai même pas pensé. Mais ici, les enfants de 14 ans, 15 ans, ils disent à leur père ou à leur mère, je vais fumer une petite cigarette d'héros et c'est mon droit ou c'est ma démocratie, je ne sais pas. Expliquez-moi ça parce que je ne suis pas né ici. Peut-être que je suis dans le champ, mais vous allez me l'expliquer ce soir, cet après-midi. Bon. À 1h du matin, un jeune de 14-15 ans peut revenir d'être allé garder chez quelqu'un. Ah, oh, ça, là, ça c'est peut correct. Oui, là, c'est correct. Il y a beaucoup de jeunes qui agissent comme gardiens. Ils peuvent revenir chez eux, dehors, à 14-15 ans. Okay. Bon, ça, je voulais faire mon comique, là. Mais sérieusement, c'est pas à ça que vous référiez. Non. Vous référez à des enfants de 10, 11, 12, 13 ans qui sont en train de jouer dehors en gang. C'est ça. Là, il est rendu minuit, il est 1h, et il y a de l'école le lendemain. C'est ça. On n'est pas le vendredi soir. On n'est pas le vendredi soir. Parce que selon que c'est le vendredi soir ou le samedi soir, ça fait une différence. Il y a encore plus de laxisme, encore là, il probablement, faut en fin qu'il de y ait un semaine. adulte là qui... Parce que là... Mais oui, et là, ce qui vous inquiète, et je vous pressens, vous dites comment peut-on laisser, sur semaine, jour de classe, des jeunes de 14-15 ans en gang le soir en ville. Oui. Ils sont pas en train de pratiquer un sport. C'est ça. Ils sont en train de faire quoi? Qu'est-ce qu'ils font dehors à cette heure-là? On a beau, hein, on a Deux beau choses. insulter, là, hein. Tirer un joint, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour tirer une ligne. Oui. Tirer un joint, hein, ou préparer un mauvais coup. C'est ça. Alors, docteur Mayou... Il n'y a pas beaucoup de... Tu sais, quand on fait pas de sport, puis ça fait 4 heures, là, surtout des gangs de garçons. Oui. Là, il y en a un qui va dire, ouais, je pense que si on allait... Tu comprends? Patine vite. C'est arrivé, là, ça doit arriver. Si on allait patine vite, si on allait faire un... tu sais... Ou bien, on tire des joints. C'est ça. Alors, Michel, avez-vous observé aussi les petites filles dans les mêmes tranches d'âge? Absolument. Vous me voyez venir là où je vais arriver. Et là, s'il y a des petites filles rendues à minuit, 1h du matin, des petites filles de 14-15 ans, il risque d'en avoir, je vais autant vous le dire, 3-4 dans le groupe qui ont 18-19. Parce que dès que vous laissez aller des petites filles sur la rue, vous avez tout de suite des mouches de 18, 19, 20 qui partent en arrière. C'est ça. Ça, c'est automatique. Peu importe la race. Et ça risque de tourner au vinaigre. Oui. Vous voyez venir. Non, tu sais, ils tireront pas un joint, ils vont tirer ses bobettes. C'est ça. Alors, docteur Mayou, bon, ça fait longtemps, ça fait à peu près 10 ans que je suis dans ce pays, mais ça fait 5 ans que je vous écoute religieusement. Docteur Mayou, vous parlez souvent de l'introspection, n'est-ce pas? Oui. Ah ben, je pense que c'est moi qui la comprends seulement. Parce que là, avant d'injurier Gilles Proulx, là, j'aimerais que les parents québécois se regardent, parce que là, ça presse. Bien dit, bien dit. J'aime beaucoup votre dernière phrase. Ça presse. Avant d'injurier Proulx, tu sais, c'est pas joli ce qu'il a dit, mais oui, regardez-vous, ça presse. Merci, Michel. Bye. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Tribune libre, vos préoccupations aujourd'hui. On parle à Olivier. Bonjour, Olivier. Oui, bonjour à tous les deux. Tout d'abord, 2 petites choses avant de commencer. Concernant André Boisclair, ça n'a pas du tout rapport avec la cocaïne, mais j'aimerais bien savoir comment il fait pour aller faire une maîtrise à Harvard quand il n'y a même pas un bac ici au Québec. Oh. Ça, c'est un questionnement qu'il faudrait avoir. Vous avez eu cette information-là, comment? C'est tout près de la peine parlementaire. Je dis ça comme ça, mais ça circule beaucoup à Québec. Bon. Écoutez, il y a quoi comme scolarité, ce gars-là? Docteur Mayou, vous en parlerez après moi, OK, s'il vous plaît? Oui. Oui. J'ai quelque chose d'important à parler. OK, allez-y. Puis, juste une deuxième petite Non, c'était une question que je vous posais, si vous le saviez. Non, c'est pas ça, c'est que c'est un commentaire qui a été dit par un journaliste de la colline parlementaire sur une station radiophonique au Québec. OK. Puis je veux dire aussi que Janine, vous avez une voix très sexy. Surtout un rire sexy. Ça fait longtemps que je vous écoute, et en tout cas, je voulais vous le dire. Bon, merci. Bon, ça pour dire que j'aimerais ça savoir, Dr. Mayou, si vous considérez mon comportement comme impulsif, stupide ou conséquent. Ce qui arrive, c'est que j'ai avisé ma conjointe hier que je voulais la quitter. Pour une raison bien simple. J'ai un enfant avec cette conjointe-là d'1 an et demi. Puis j'ai aussi une fille de 8 ans d'une relation précédente.
puis cette fille-là, ma fille de ma relation précédente, je l'ai en garde partagée semaine. Ce qui arrive, c'est que ça, c'est la fin de l'histoire. Oui. Fait que le début, c'est que cet été, j'ai appris que ma mère bavassait dans notre dos suffisamment avec mon ex-conjoint pour influencer ma fille puis pourrir un peu la situation. Puis, en tout cas, assez pour que ma fille ait des dispositions assez négatives face à ma conjointe actuelle. Oui. Ce qui n'est pas justifié. Donc j'ai appelé ma mère, puis je lui ai dit tout simplement que je voulais plus qu'elle me contacte. Je veux plus du tout avoir de relation avec elle. Et puis ça se termine là. J'accepte pas qu'elle mine ma relation avec ma fille puis ma conjointe actuelle. Oui. J'ai carrément tassé de ma vie, puis ça c'est j'ai classé ça de façon permanente. Suite à ça, j'ai appris que c'est ma mère en question. Elle avait mon frère a été il était en famille d'accueil, puis il y a eu des abus sexuels sur lui en jeune âge, quand il avait 8 ans, donc puis qu'elle l'a pas protégé. Fait que suite à ça, là, je voulais juste montrer un peu là quel type de personne c'est. Ouais. Donc je l'ai éclairé de ma vie. Suite à ça, j'ai parlé avec ma fille. Puis ma fille m'a clairement indiqué que elle se sentait pas bien chez nous et tout. Puis je l'accepte. J'ai pas de problème avec ça. Sauf que je voulais en savoir un petit peu plus. Puis elle me dit qu'elle se sentait pas bien avec ma conjointe. Et que puis depuis que mon petit bébé est arrivé, il prend plus de place puis tout. Puis c'est sûr qu'elle a moins le temps de s'occuper d'elle. Parce qu'ils étaient très proches tous les deux. Avant la venue, ouais. Donc, suite à ça, moi-même, j'ai constaté les comportements de ma conjointe, là, beaucoup étaient plus froides avec ma fille et tout. Puis ça, j'ai énormément de difficultés à l'accepter. Elle s'en occupe bien encore, mais il y a zéro affection. Elle rentre comme un frigidaire avec, tout simplement. Depuis la venue du bébé? Oui. Ça a tout changé. Fait que moi, je me pense conséquent avec mes gestes en lui expliquant à ma conjointe que, regarde, je suis pas capable d'endurer que je donne pas plus d'affection à ma fille, puis en tout cas. Quel âge a le bébé? Il y a 1 an et demi. Je suis très mal dans cette situation-là parce que Qui s'occupe du bébé? C'est elle. À plein temps? À plein temps. Ouais. Oh oui, c'est une excellente mère. Il n'y a aucune discussion là-dessus. Là. C'est des années qui sont très prenantes pour une mère, là, les 2 premières années. Oui. Oui, mais je pense pas que ça excuse l'affection, par contre. Mais c'est pas la mère, hein? Là, j'ai le déplaisir de vous annoncer que vous vous comportez en bonne femme. OK. Et comme vous avez dit tout à l'heure, mon petit bébé. Qui c'est qui vous a fourré ça dans la tête? C'est quoi, mon petit bébé, j'ai dit ça? Oui. Ah, mais je voulais dire, j'ai 2 enfants, j'en ai un de 8 ans, j'en ai un autre de Non, vous avez dit mon petit bébé. Ben, je suis proche aussi de lui, là. C'est un garçon? Non. Oui, c'est un garçon. On vient juste de mettre la table. Olivier, oui. On fait la pause. Okay. Pouvez-vous attendre? Oui. On vous revient tout de suite. C'est beau. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Donc, on continue avec Olivier. Olivier qui a une petite fille de 8 ans, qui a une mère, c'est l'ex-conjointe, qui vient vivre 50% du temps chez Olivier et sa nouvelle conjointe, qui vient d'avoir un enfant qui a 1 an et demi. Puis les comportements de la deuxième épouse sont différents avec la petite fille de 8 ans qu'ils étaient avant la venue du bébé. C'est une belle-mère qui se mêle de tout ça. Oui. Juste ajouter quelque chose aussi. J'en ai jasé longuement avec ma conjointe actuelle, puis de ce qui se passait avec ma fille. Puis elle n'envisageait pas de changer de comportement. Ça fait ça. Elle est consciente, elle l'admet, puis elle veut. En tout cas, mais qu'est-ce que la situation est actuellement comme ça, puis ça va rester de même. Elle l'aime pas, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle l'aime, mais c'est pas ça le problème. C'est juste. En tout cas, je suis pas dans sa peau, je peux pas le savoir. Là. Oh, merci. Un petit peu d'humilité, un peu de modestie de temps en temps. Pas mauvais, ça. J'haïs pas ça. Je savais pas. Qu'est-ce qui se passe? Y avez-vous demandé? Oui. Oh non. Elle vous l'a pas dit?
Il a reconnu qu'elle n'avait pas la en tout cas, Non. Ben oui, mais ce qu'elle me dit, puis le fond de sa pensée, c'est probablement deux choses. Oui. Arrêtez donc! Ah, c'est une femme. Quoi? C'est une femme. On peut avoir... Ben oui, c'est pas un homme, c'est une femme. C'est plus compliqué d'aller chercher l'information. J'aimerais Pierre? pas... Ben oui, j'aimerais pas... Je pose une question. Savez-vous ce que j'aurais envie de vous dire? Allez-y. J'ai l'impression que c'est une basse-cour où il y a plusieurs poules, puis le coq est une poule. Ah ouais? OK? OK. Comportez-vous en homme un petit peu. Allez. Réfléchir à ça. Parce qu'il y a un petit bébé d'1 an et demi là, dans le décor, Pierre. Premièrement, c'est pas lui qui l'a accouché, ça. le bébé, là. Mon petit bébé, hey, ils me font défriser. Mon petit bébé d'1 an et demi, hey. Notre enfant... Ben, écoute, c'est pas lui qui l'a accouché, là. Mais ça peut montrer... D'être-elle en quelque part? Est-ce que ça pourrait être codé d'une autre façon aussi, Pierre, pour certains hommes qui disent mon petit bébé, Non, au c'est sens ça, où ils aiment leurs enfants? Son petit bébé, là, c'est la bonne femme. Son petit bébé, c'est la bonne femme? Ouais. Qu'est-ce que... Baby! Oui. Quand un homme dit à une femme, baby! C'est pas le bébé, là, d'un ami, là. C'est la grande. Babe! Mais son enfant. Il y a personne qui écoute les chansons américaines? Comment elle s'appelle, là, la conjointe de Bono, là, Sonny Bono, là? Cher. Cette chanson-là est extraordinaire. Babe. Oh, Ah! oui, c'est vrai. Ça vous décroche. Vous n'avez pas besoin de comprendre l'anglais. Cette chanson-là de Cher est absolument... Quel délice à écouter, à réécouter. Chaque fois que je l'entends, on dirait plus je l'entends, plus je suis touché par cette chanson-là. Il chante en duo. Oui, avec Sonny Bono, ouais. Ouais. Mais Pierre, je suis perplexe par rapport à l'appel d'Olivier. Tu sais, vous dites, mon bébé, il y a une petite fille, il y a un autre enfant. Pourquoi laisser la deuxième épouse, tout de suite comme ça? Pourquoi croyez-vous que ça prend encore des hommes dans la société? Pour la même raison que ça prend un coq dans une basse-cour. Puis quand le coq devient une poule, on a un maudit problème dans la basse-cour. Mais il va s'en aller. C'est pas fin ce que je dis. C'est le choix qu'il est en train de faire, là. Il va s'en aller. Ben oui, ben oui. Donc, comment gérer un coq, Pierre? Il dit, comme je peux pas être un coq, il dit, je m'en vais. Ben là, avant de t'en aller, essaye donc d'être un coq pour le fun. On sait jamais. Ça peut pas être pire que c'est là, Janine. C'est une bonne piste. OK, on prend l'appel de Denise. Bonjour, Denise. Denise, êtes-vous avec nous? Oui, je suis là. Bonjour. On vous écoute, Denise. Bonjour à vous deux. Moi, c'est une petite question. Qu'est-ce qu'on dit à deux petits garçons de 5 ans et presque 4 ans quand leur maman apprend qu'elle a un cancer? Et que là, les docteurs l'ont mis en arrêt de travail, puis là, on sait toutes les procédures qu'il va y avoir à vivre, là. On leur dit simplement que leur mère est malade, puis elle va être un petit peu moins disponible, des fois elle filera pas. C'est tout, hein? C'est tout. On n'a pas besoin de les tenir au courant des détails. Non. Ben là, j'espère. Non, je suis entièrement d'accord avec cette façon-là de penser. Mais quand j'ai tout simplement demandé à ce qu'on en dise le moins possible, on m'a répondu, non, les docteurs, ils disent qu'il faut les tenir au courant de tout, puis les mettre dans le secret, puis on explique quoi, là, à un enfant de 5 ans? Ils vont développer la peur, chez ces enfants. Que le taux de rémission d'un cancer, dépendamment des cancers et de l'âge de la personne, peut varier entre 30 et 70%. Oui. On va expliquer ça à un enfant. Ben, c'est ça, là. Il y a du monde au Québec qui n'ont pas de jugement. Je suis entièrement d'accord avec ça. Puis lorsque je dis qu'il y a un paquet de parents qui sont des nuls au Québec, Maillot, t'es pas fin, t'es méprisant. Ah oui? Eh ben. Parce que même si un médecin t'a dit ça, Pierre, OK? Tu remets ça en question? Parmi les médecins, il y a des nouilles. Il y a des médecins moyens, puis il y a des médecins excellents. Bon, ben là, disons que ça me rassure, là, parce que... On fait pas le fort, Denise, ça en prend une coupe. Parce que si elle s'en sort, puis les chances sur Pierre, ça va jusqu'à 70%. C'est quoi son cancer? On peut pas le savoir non plus, c'est pas de nos affaires. Tu sais, je me mets à la place des enfants. Bon, le maire est malade, t'vas avoir besoin de soins pour un bout de temps. Ben oui, OK. Qui va s'occuper d'eux? Les deux gamins, les autres, tout ce qu'ils veulent, c'est qui c'est qui va nous faire la bouffe, qui va s'occuper de nous autres, qui va laver notre linge. C'est ça, c'est grand-maman, puis pour l'instant, là, et grand-maman veut essayer de les garder le plus possible à l'abri de ça. Oui.
Elle va se faire de la chimiothérapie. Ben oui. Etc., etc. Puis la chimio, ben, ça varie énormément d'une personne à l'autre. Il y en a qui ont... ça. Chez certains, c'est très bien toléré. Chez d'autres, c'est moyennement toléré. C'est ça. Ben, on le sait pas d'avance. Ben, c'est en plein ça que je dis. Lâchez pas, Denise. Bye. Parfait, merci. On en prend une coupe pour tenir le fort. Ça en prend pas beaucoup. Puis se tenir debout, puis c'est ça. Puis les enfants, pour pas les polluer avec des craintes pour rien, elle pourrait fort bien survivre très bien à ça. OK, on parle à Véronique. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Véronique. Bonjour à vous deux. Moi, j'appelle, pour parler entre autres de ma maternité, mais avant, je voulais juste vous dire quelque chose. Vous avez dit au début de l'émission comment ça se fait qu'il y avait beaucoup de monde qui peut vous juger négativement, OK, au Québec. Tu sais, des fois, dans la réputation, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de monde, malgré ce qu'on peut penser, qui vous connaissent pas. Parce que c'est des oui-dire. Ils ont entendu dire que le docteur Mayou était comme ci, comme ça, et ils n'ont jamais écouté votre émission. Oh, ça, c'est pas vrai, par exemple. Non, mais c'est vrai. Ils sont langues s'ils font ça. Mais je vais vous dire, c'est parce que c'est les gens qui travaillent l'après-midi, là, ils vous ont jamais écouté. Oh, il y en a beaucoup qui travaillent, puis ils sont en transit. Peut-être sur la route, tout écoutez, ça. il y a des tas, les taxis. Hier soir, j'ai pris le taxi. C'est ça, mais évidemment, c'était un Haïtien qui conduisait le taxi à Montréal. Bonjour, docteur Mayou, je vous écoute. Alors, ben oui. Ben, j'ai dit, écoute, vous avez été, les taxis, les camionneurs, le premier groupe qui ont écouté de façon régulière cette émission-là il y a 11 ans. OK. Mais en tout cas, dans mon milieu de travail à moi, là, des fois, je vais entendre des choses, puis quand je suis tombée en congé de maternité, je dis, on va bien voir si c'est vrai que ça, que docteur Mayou, il est, tu sais, bon. Il est quoi, on va les gens vont peut dire des choses. Puis j'ai écouté, puis c'est drôle. C'est-tu vrai qu'il est si fou que ça? C'est ça. Puis à chaque fois que vos interventions, il y a plein de fois que j'ai pas été d'accord. Fait que je me dis que... Quel âge avez-vous, Véronique? J'ai 32 ans. 32 ans? Je veux dire que quand vous faites des commentaires sur différents faits de société, j'en prends puis j'en laisse, je vous le cacherai pas. Mais quand vous faites des interventions auprès des personnes, je me suis à un moment donné, j'avais écouté les francs-tireurs, ou de tout ça qui vous brassait, tout ça, mais vous répondiez. Puis finalement, moi j'ai écouté ça, ces interventions-là, puis je trouvais pas là que vous étiez méchant avec les gens, ou en tout cas, moi, en tout cas, ça faisait mon affaire. Mais ça, c'était juste le commentaire que je voulais faire en passant. Mais je voulais vous remercier, parce que vous m'avez aidé beaucoup, je dirais, à légitimer un sentiment que j'avais quand j'ai découvert l'instinct maternel, je vous dirais. Moi, avant d'avoir mon enfant, tu sais, le genre de ma tante d'un party, là, qui tout le temps en train de jouer avec les enfants, puis tout ça, moi, pas pantoute. J'étais du genre à rester avec les adultes, puis à jaser, puis tout ça. Oh, bon. Il y en a des autres, là, qui s'en occupent. Ouais, moi, ça m'intéressait pas, ça, là. Oui. OK? Puis aller changer les couches des étrangers, là, ça m'intéressait pas. Aïe. Puis finalement, moi, j'ai eu mon bébé. Après, au 4e essai, j'en ai perdu 3 avant. Oui. OK? Ça a été des moments assez difficiles, mais enfin. Oui. Mais tout ça pour dire que quand j'ai eu mon enfant, ça a bouleversé ma vie. Et ça a été extraordinaire. Et on vit dans un système où on dit, tu prends un congé de maternité d'1 an maximum, OK, quand tu peux te le permettre. Et après ça, tu retournes au travail, puis tout est coulé dans le béton, puis tout est décidé à l'avance. Moi, je suis pas une personne comme ça. J'aime me faire ma propre idée. Puis, je veux dire, j'aime pas ça accepter la réalité telle qu'on me la propose comme ça. Alors, finalement, ce qui est arrivé, c'est que plus le temps avançait, plus je ne voulais pas rentrer au travail. Parce que plus je trouvais que ma place n'était pas au travail, mais était avec mon bébé. Oui. Puis, en tout cas, je sais pas si l'allaitement, en tout cas, moi, j'ai allaité mon enfant jusqu'à 13 mois, je sais pas si ça a joué, mais je peux vous dire que ça a été, là, jusqu'à maintenant, là, j'ai des études, tout ça, mais c'est vraiment ce que j'ai fait dans ma vie. C'est ce que j'ai accompli de plus beau, de plus extraordinaire. Et souvent, quand je disais, je peux pas croire que je vais rentrer au travail, tout le monde me disait, ben voyons, ça va être difficile, faut le faire. Faut le faire, hein. Je me disais, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il faut rentrer si tôt que ça au travail, puis aller porter un petit bébé. C'est pas vrai. C'est mon bébé, puis je veux dire, il est bien que sa mère parce que je m'en occupe comme il faut. Puis finalement, j'ai décidé, je suis rentrée au travail avec la pression environnante, parce que mon mari est absolument pas d'accord avec moi. Il trouvait que j'étais devenue un peu bizarre, puis tout ça. Et pourtant, ce que je ressentais, ben, vous l'avez légitimé. Quand j'écoutais, là, je me disais, écoute, je suis pas toute seule à penser de même. Là, j'ai entendu le docteur Chicoine, le pédiatre de l'hôpital Sainte-Justine, dire la même affaire. J'ai dit, ben là, je suis pas toute seule à penser qu'il faut s'occuper d'un petit enfant. Puis je me suis même documentée, puis allée, puis là, je me suis rendu compte que, ben là, tu sais, je dois pas être si folle que ça. Et, mais dans mon entourage, j'étais considérée comme un peu
fais-les. Mais tu vas à contre-courant quand tu prends cette décision-là, à 100 000 à l'heure, à contre-courant. Et je peux vous dire, puis même des fois, ça peut être vu comme un recul au niveau de la condition des femmes. Et moi, je vous dirais absolument pas. Je pense que les féministes, avant tout, se sont battus pour qu'on ait le choix. Et pas pour nous obliger à être au travail. Et moi, je suis tout à fait avec ça. Et moi, je pense que j'ai fait le choix de rester à la maison plus longtemps. Donc, quand je suis retournée au travail, j'ai pas aimé ça. Il n'y a pas un matin, pendant les 3 mois où je suis retournée, que j'étais pas malheureuse. Et je suis retournée, j'ai pris un congé, et finalement, là, mon enfant a 2 ans, là, il commence la garderie, OK? Mais je peux vous dire, là, que quand je suis retournée au travail, là, j'ai dit non, c'est pas vrai que je vais faire ça. Vous vous ennuyez de votre bébé quand vous étiez au travail? Ben, écoutez, pourtant, moi, j'adore mon travail, là, puis j'ai du succès dans mon travail, je veux dire, ça va bien et tout ça, puis j'adore ça. Mais j'avais pas d'affaires là. Mais Véronique, quand le père lui-même vous encourage à aller dans le sens de retourner au travail le plus tôt possible, comment on perçoit ce conjoint-là quand on est maternelle, puis on a envie, c'est dans nos tripes de garder notre bébé nous-mêmes. La relation, madame, est extrêmement difficile. Avec le conjoint? Ben, écoutez, c'est parce que, comment je pourrais dire, c'est une personne qui... comment je peux dire, il y a sa voix qui est dessinée, puis tant que tu rentres dans cette voie-là, c'est correct. Mais si tu décides à un moment donné d'avoir d'autres idées et qui pourraient aller à l'encontre de ce que lui considère que doit être le chemin de la vie, eh ben là, ça va pas bien. Et là, il va employer différentes tactiques pour, comment je pourrais dire, c'est un harcèlement constant, c'est... Véronique, la dernière fois que vous avez eu un orgasme avec lui, il remonte à quand? Oh, un petit bout de temps, je vous dirais. Mais c'est ça, c'est que à peu près combien de temps? Je ne désire plus, monsieur. Combien de temps à peu près? Oh, quelques mois. Quelques mois, hein? Quelques mois. Puis je vous dirais que je ne le désire plus. Ah non, je sais pas. Écoutez, c'est épouvantable. Je veux dire, chaque chose... J'ai voulu partir ma petite business durant cette période-là où j'étais à la maison. OK? Parce que, bon, j'ai un travail, mais aussi, je pensais, à temps partiel, partir un petit business de traiteur, avoir quelques clients que j'avais déjà là. Oui. OK? Et il a tout fait pour me mettre des bâtons dans les roues. C'est pas ça marcher en équipe, Véronique, hein? j'ai l'impression qu'il va devoir utiliser ses mains plus que il le désire pour un bout de temps. Ah, ben, pour ramener. Moi, il va falloir qu'il lave ses chaussons à mitaine pour un petit bout de temps, le gars. Bye, Véronique. Ça a beaucoup affecté notre relation. C'est pour ça que je vous ai demandé à quand remontait votre dernier orgasme. Merci, Véronique, de votre franchise. Prochain s'en vient pas. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Vous n'avez pas de commentaire, Pierre, hein? J'ai poils qui sont redressés. Je me dis, à partir du moment où tu as un enfant que tu vis la maternité, d'abord tu l'as fait à 2, tu découvres ce qu'est s'ouvrir à une autre vie, tu sais, un petit bébé, puis tout ça. Il y a des mères, qui sont maternelles jusque dans la fibre, ça se développe là. Puis Véronique le disait très bien, avant, ça m'intéressait pas, mais à partir du moment où tu es mère, si le conjoint, celui avec qui tu as fait cet enfant-là, ne t'appuie pas dans ta maternité, t'ouvre pas les portes, aussi loin que tu veux aller, ça se pardonne pas, Pierre. Une femme qui est pas maternelle, peut-être ça la dérange pas, mais une femme qui est maternelle et qui est obligée de se séparer de son enfant pour retourner travailler, je suis pas sûre qu'on pardonne ça. Je suis pas sûre que c'est pas la fin d'une relation. C'est un manque de respect. C'est un manque d'ouverture à l'autre de la part du conjoint. C'est un manque de respect. C'est un manque de délicatesse. C'est un gros manque. Oui. Alors, inutile de te dire que tu casses son sac vert et sur le bord de la porte. Il va être tout surpris. Et j'espère que Véronique n'aura pas d'autre enfant avec lui. C'est bête à dire, mais c'est ça. Pierre, c'est comme autrefois, ça me rappelle quelque chose. Les femmes qui n'avaient pas la contraception et qui devenaient enceintes, il y en avait qui étaient maternelles dans le lot, OK? Oui. Mais le mari en voulait plus de celui-là. Là, ça faisait 3, plus c'était le 4e. Et la grossesse se passait comme si c'était rien, de l'air. Le bébé venait au monde, tu te débrouilles avec tes bébelles. Aucun intérêt. C'est pareil, le sentiment. Cette femme-là ne se sentait pas supportée dans une maternité qui aurait été beaucoup plus belle. Si tout le monde dans le bateau ramait dans le même sens. C'est ça.
C'est tout. Le rôle du père, lorsque la mère accouche, c'est de prendre soin de la mère. C'est pas de prendre la relève. C'est pas d'enlever le bébé à la mère. Ce qui ne veut pas dire qu'il puisse, à l'occasion, essayer de faire quelques petites choses directement auprès du bébé. Mais le rôle du père est un rôle de soutien à la mère. Alors, ce que tu es en train de dire, dans le cas de Véronique, le père a été un mauvais acteur de soutien. Il est sur le bord de la porte. Il met de la pression. Elle n'a plus envie de jouir avec. Avez-vous compris, là? C'est clair. Elle n'a plus envie de lui. Elle n'a plus de désir pour lui. Pour lui. Mais dans un cas comme ça, Pierre, c'est pas à cause du bébé, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui, vous avez raison. Mais on va mettre tout ça sur le dos de l'accouchement. Grossesse et accouchement. Ah, elle n'a plus de désir depuis qu'elle a accouché. Souvent, ça passe comme ça. Non, Véronique, elle a du désir, mais plus pour lui. Terminé. On parle à Jacques maintenant. Bonjour, Jacques. Oui, bonjour. Je vais donner le point de vue au sujet d'André Boisclair, d'un parent qui est obligé de faire face avec un enfant qui jouait avec la poudre. Pusher qui cogne à la porte parce qu'il avait avancé du coke, puis là, il voulait se faire payer. Oui. Puis comme parent, on s'aperçoit que là, le pusher sait où on demeure, quelle voiture sont les notes, l'argent volé, tout à coup, la femme va pour mettre ses bijoux, ils sont plus là. Mm-hmm. Le voisin se fait casser dans la maison quand il n'est pas là. Le voisin se fait défoncer, oui, ça c'est fréquent. Exact, parce qu'on connaît le lieu, on est confortable. Mm-hmm. Puis là, ça qui m'écoeure le plus, c'est qu'il y a une course sur leadership. Pas le droit de discuter un sujet important comme ça dans le débat. Puis la population accepte ça. La drogue au Québec est un enjeu majeur qui prime, à mon humble avis, sur la séparation du Québec. Avant de se séparer, avant de vendre la cabane ou de changer, de modifier la cabane, on va-tu commencer par la laver? Elle est sale. Bien, si on écoute Boisclair, tous les problèmes de Québec, c'est la faute du fédéral. Tous les problèmes que Boisclair a eu, c'est à cause que Marois l'a dénoncé. Il y a un problème qui n'a rien à voir avec le fédéral, c'est le fléau de la drogue au Québec. Puis il dit que le problème, c'est pas lui à consommer, c'est que Marois l'a rien à voir avec notre situation politique. C'est quelqu'un qui est pas capable d'accepter ses responsabilités, c'est la faute des autres. C'est incroyable, puis la population, je comprends pas que la population soit aveugle comme ça pour accepter. Moi, je dis que là, si on commence à creuser là-dedans, là, ça va être le même style que le Gomery. Mais Jacques, on n'a rien à dire, parce que là, c'est une course à la chefferie. On n'a rien à dire, c'est les membres du Parti québécois. Je comprends, nous, mais malheureusement, on n'a rien à dire là-dedans. Il s'entend entre eux de ne pas discuter ce sujet-là, qui est à quel point important à choisir. Maintenant que, écoutez, Jacques, je vais simplement clore ce témoignage-là en disant ceci. Maintenant qu'on sait qu'il y a de la poudre qui circule là, à Québec, est-ce qu'il y a des policiers à Québec? Oui. Est-ce que ça existe, une police à Québec? Oui. On pourrait-tu leur suggérer de faire le job? Ça, c'est du travail policier d'aller enquêter, les poucheurs, puis qui en a pris, puis avec qui il était, puis toute l'équipe. Ça, c'est de l'enquête de police. OK? Oui, puis juste une dernière chose avec Jacques. Jacques, vous nous avez raconté que vous avez des problèmes avec le pusher. Comment on finit par se débarrasser de ce monde-là? Imaginez quand ça cogne à la porte, puis ça demande de l'argent. Oui. Alors, comment on finit par se débarrasser de ce monde-là? Bien, la seule façon, c'est de flusher la personne qui attire le pusher chez toi. Non, il y en a une autre. Avez-vous une arme à feu chez vous? Non. Avez-vous déjà eu une arme à feu? Non, jamais. OK. Êtes-vous confortable avec ça ou si vous n'êtes pas confortable avec un fusil? OK, non. Parfait. Alors, vous appelez la police, tout simplement. Eux autres, ils en ont. Mais... J'en sais même moins dans la misère, dans les problèmes. Non, écoute... Mais c'est vrai que ça joue dur. Ça joue dur, c'est pas la faute de Jacques. C'est que, vous savez, Jacques, c'est dangereux de ne rien faire face à la criminalité. Ils sont tellement affrontés là, qu'ils cognent à la porte, puis ils s'annoncent, puis ils disent pourquoi ils veulent l'argent. Non, Jacques, ils ne sont pas effrontés. Ils se sentent en sécurité. Ouais. C'est impuni. Voilà. Merci, Janine. Bye. Merci, Jacques. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a Oui, on va parler tout de suite à Suzanne. Bonjour, Suzanne. Bonjour à vous deux. Bonjour, Suzanne. Concernant, là, cette semaine, le sujet sur la cocaïne, là, oui.
Il y a quelque chose en tout cas, qui n'a pas été dit. Moi, je l'ai vécu d'une manière, puis j'ai une amie aussi qui l'a vécu pareil comme moi. Oui. Moi, je me gelais, puis j'ai arrêté, ça fait 12 ans. Oui. Je me gelais, je prenais de la côte. Puis à un moment donné, à chaque fois le lendemain des parties, je disais à mon chum, « Ah, j'ai eu du fun, on a eu du fun, hein, c'était tristant les conversations qu'on a eues, puis tout le kit. » Puis un soir, à un moment donné, mon chum, sans que je le sache, il m'a enregistré avec une petite enregistreuse, là. Fait que le lendemain matin, comme à tous les soirs, je dis « Hey, c'était le fun, bonne conversation, blablabla, blablabla. » Puis moi, tu trouvais bien intelligent, là. Puis mon chum m'a passé cette cassette-là. Pendant 1 heure de temps, je répète les 3 mêmes phrases. Puis j'ai eu une amie, OK, il y a 4 ans, le CSC, puis elle aussi, c'était tout le temps ça. Elle me disait tout le temps « Hey, c'est le fun, on a eu du fun l'autre soir quand tu nous as vus, puis nous autres, on n'osait pas y dire. T'es plate, t'es super ennuyante, tu sais. » Puis, excusez-moi, je n'apprends un petit peu. Non, c'est correct. C'est vrai que c'est pas ressorti, Suzanne. Ça. Hein? C'est vrai que c'est pas ressorti, cet aspect-là. Ouais. Puis là, c'est ça, on la trouvait hyper ennuyante. Puis à un moment donné, on s'est décidé, j'ai dit non, j'étais super plate, j'étais l'air bête, tu nous répètes tout le temps les mêmes affaires, puis elle, en plus, elle jouait des machines. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, moi, Serge, tu te souviens, il m'avait enregistré, puis je dis, je sais, je m'étais trouvée tellement idiote que j'ai arrêté complètement. Je dis, ah non, moi, je ne veux plus jamais avoir l'air de ça. Fait que c'est ça, on n'avait pas parlé de ça cette semaine. C'est vrai. Hein? C'est vrai. C'est une très bonne façon de vérifier si votre comportement répond à vos critères de dignité. Oh, Pierre, elle vous fournit l'exemple. Si vous parliez de ça quand on a fait l'émission sur la cocaïne. Alors, la dignité d'un comportement s'évalue par le niveau de fierté. C'est ça. Alors, vous vous êtes écouté, puis vous dites non, je ne suis pas fier. Pas fier du tout de ce que j'ai fait sous l'influence de ce produit-là. Mon comportement n'est pas du niveau de dignité que j'aime pour moi. Je me suis dit, oh non, tant qu'elle dit de même, parce que là, à un moment donné, il y a aussi la part de plus, parce que moi, je prenais ça parce que j'étais gênée quand je sortais, tu sais. Oui. Puis je me disais, je reste plus chez nous, mais c'est pas vrai que je vais reprendre de ça et avoir l'air folle de même. Mais Suzanne, êtes-vous toujours avec l'homme qui vous a fait entendre l'enregistrement? Okay. Oui. Il aurait pu passer des années à vous dissuader de prendre la coke. Lui, il a pris un exemple. Puis vous en avez jamais reparlé après, ça a été réglé? Ah, c'est correct. Oui, de toute façon, on en parle de temps en temps quand on parle à des amis de ça. Puis on mentionne que c'est grâce à ça que j'ai arrêté. OK. Excellent. Merci de l'avoir dit. OK. Merci, Suzanne. Et Pierre, est-ce qu'on appelle ça une bonne stratégie? Moi, je trouve ça... c'est un moyen. Génial. Ça a marché, en tout cas, avec Suzanne. Intéressant. Et chérie, retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Je vais redonner les numéros de téléphone. On a des circuits disponibles. 790-0224, 1-800-667-5241. Tribune libre du vendredi, ça veut dire tous les sujets qui vous préoccupent, vous, personnellement. On parle à Anne. Bonjour, Anne. Bonjour. Bonjour à vous deux. Je vous appelle parce que moi, une de mes filles avait une situation particulière, là. J'ai consulté un pédiatre, une nutritionniste, une psychologue, ça a donné aucun résultat. Puis l'autre fois, j'ai entendu le docteur Mayou, là, je pourrais pas vous citer, là, mais vous avez parlé de l'effet de la cortisol, une trop grande quantité de cortisol, l'effet que ça aurait sur le cerveau d'un enfant là, pendant que la mère est enceinte. Là. Êtes-vous là? Oui. Oups. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Oh, OK. Oui. Allez-y, bon, on a un problème de contact. OK, bon. Je recommence du début. Non, j'ai tout entendu. Ah, OK. Bon, c'est ça. C'est ça. Est-ce que ça... Je voudrais savoir si ça peut avoir un lien, là, avec... Moi, j'ai eu un choc pendant ma grossesse. Puis mon enfant, aujourd'hui, elle consomme aucun fruit, aucun légume. Elle n'est pas capable d'en manger. Par contre, elle voudrait. Quel âge a-t-elle? Elle a 8 ans. Une enfant de 8 ans? Oui. Quelle sorte de choc vous avez eu pendant votre grossesse? Expliquez-moi. Je l'élaborais pas gros, là, mais j'avais un père incestueux. Puis ma mère est décédée alors que j'étais enceinte. Et moi, dans ma tête, j'attendais que mon père meure pour avoir une relation avec ma mère. Puis c'était comme pas dans mes plans que ma mère meure avant, surtout pas au début quarantaine. Là. Mm-hmm. Fait que j'ai fait une grosse réaction à ça. Puis mon médecin de famille m'avait dit aucun problème, tu peux broyer tant que tu veux, ça ne te dérange rien. Puis là, j'en ai parlé à la pédiatre, elle savait pas quoi faire, elle
envoyé voir une nutritionniste. Elle me dit, c'est une maladie, là, il y a à peu près 3% des enfants qui ont ça. Les papilles gustatives sont pas au bon endroit. Puis, c'est pas grave, elle n'en mourra pas. Parce que, dans le fond, là, elle mange de la viande et du riz blanc. Sauf que, elle trouve tout beau, là. Tu sais, une fraise, c'est beau, là, une fraise. Elle aimerait ça manger une. Là, elle est partie sur le brocoli, là. Elle goûte, là. Bon. Et quand elle goûte, là, elle vomit. Un exemple, là, la seule chose qu'elle est capable de manger, c'est du blé d'Inde en épi. Elle adore le blé d'Inde en épi. Puis là, ça fait comme 3 ans qu'elle est capable d'en manger, mettons, la moitié d'un sans le vomir. Parce que, mettons, de 2 ans à 5 ans, elle en mangeait, elle aimait ça. Puis quand elle avait fini, elle partait en courant, puis elle allait le vomir. Je sais pas quoi faire. C'est sans allergie. Il y a personne qui vous a parlé d'allergie alimentaire ou des trucs comme ça? Elle n'a aucune allergie en tant que telle. Puis elle veut, là, elle va à l'école, là, cet enfant-là, à l'école, là, les collations, c'est juste des fruits et des légumes à cause des allergies aux noix, là. Fait qu'elle a jamais de collation à l'école. Elle aimerait ça être comme tout le monde, tu sais, puis je me dis, tu sais, c'est ça rapport à cortisol, là. Elle pèse combien, cet enfant-là? Pardon? Elle pèse combien? Elle pèse à proche 50 livres, là, 48-50 livres. Je dirais peut-être pas légèrement en bas de la moyenne, là. Ouais, c'est assez spécial, ça. Ouais, c'est bien spécial. Parlez-nous d'elle les 2 premières années. Moi, quand je m'en suis rendu compte, là, que c'était, pas que c'était bizarre, là, mais parce que en petit pot, là, quand elle était petite, elle mangeait des fruits en petit pot. Ouais. Là, quand j'ai introduit les aliments réguliers, là, elle les mangeait plus. Fait que, évidemment, j'ai fait comme tout le monde. J'ai dit, bon, elle fait des caprices, moi, y en passé des motons, puis ça marchait pas, mais j'ai jamais été capable de revenir au petit pot, elle n'a jamais voulu en manger. Mais quand elle était petite, moi, j'ai allaité mes 4 enfants, et c'est la seule qui n'a pas voulu que je l'allaite. Je la mettais au sein, là, pendant 3 mois, j'ai essayé, là, je la mettais au sein, elle mordait, elle se revirait de bord, elle faisait... Elle faisait presque pas. Oui. Ça, il y a des mères qui s'interrogent là-dessus, hein. Ouais. Les enfants qui refusent quasiment le sein maternel. Ouais. J'ai eu le droit à une psy qui m'a dit toutes sortes d'affaires, comme quoi que je voulais un gars, c'est pour ça que ma fille m'aime pas, là. Peut-être qu'Anne était très tendue aussi. Pardon? Peut-être que vous étiez très tendue. Je dis ça, Pierre, puis vous me reprenez, si c'est pas ça, mais une mère qui est très tendue, des fois, les enfants, quand on les allaite, ils sont pas bien, puis ils veulent décoller, là. Ouais, mais... Bon, parce que vous viviez toutes sortes d'affaires par rapport au décès de votre mère, puis... Ouais. Non, mais attends un peu, là. Faut remettre les choses dans leur perspective historique. Ouais. L'enfant a 8 ans. Ouais. C'est votre 4e enfant? Quel rang? La 2e de 4. OK, ça, c'est la 2e. Et le premier avait été allaité? Oui. Ça allait bien? Oui. Alors, vous étiez expérimenté dans l'allaitement? Oui. Pendant combien de temps vous avez allaité le premier? 6 mois. 6 mois. Oui. OK. Puis le deuxième, vous essayez la même approche? Oui. Ça fonctionne pas. Oui. Pendant 3 mois de temps, c'est la chicane avec les mamelles. Oui. Si c'est bizarre. Oui. Est-ce que ça a déjà été étudié, ça, Pierre? Pardon? Est-ce que ça a déjà été étudié? Non, parce que c'est rare. L'enfant qui est pas bien au sein. C'est rare, c'est vraiment rare. Est-ce qu'elle est née à combien? Quel poids, cet enfant-là? 7 livres et 7. C'est un gros bébé, c'est un bébé de non, 8 livres, celle-là. 8 livres. Un très beau, gros bébé à la naissance. C'est vraiment étrange. C'était ma plus grosse. Oui, c'était le plus gros bébé. Ouais. Et oui, parce que 8 livres pour une fille, là, c'est un gros bébé. Est-ce qu'elle semblait avoir faim? Non. Ben moi, je vous dirais que mes 4 enfants, ça a été la même chose. Là. Je les allaitais aux 4 heures, mais ils ne demandaient pas. OK. Est-ce qu'elle pleurait ou si elle était calme? Elle a été pendant... elle était assez calme le jour. Oui. Puis le soir, je la couchais, puis ça faisait changement de ma première, parce que ma première, elle hurlait tous les soirs. Oui. Elle se couchait. Tu sais, même pas, là, je la couchais, elle dormait pas, elle était réveillée, puis elle regardait son mobile, puis elle faisait son dodo. Puis dans la nuit, elle se réveillait, là. Puis elle hurlait, là, mais elle a hurlé jusqu'à 26 mois. Elle a hurlé la nuit jusqu'à 26 mois. Oui, c'était épouvantable. Jusqu'à 2 ans. Ben, jusqu'à 2 ans, là, elle hurlait, là, puis là, on lui donnait sa suce, puis elle se recouchait, mais elle faisait ça 6 fois par nuit. Mais une fois, là, je me suis tannée, j'ai mis 12 suces dans le lit.
Tu sais, à 2 ans, elle est capable d'apprendre la puce. Mais elle ne voulait pas. On faisait 1 fois par nuit. Mais son développement, ça avait l'air de quoi, là? Elle est née à 8 livres. Par rapport à vos autres bébés, au niveau de sa courbe de croissance, comment ça s'est développé dans son cas? Très bien. Très bien. C'est pour ça que la pédiatre, elle me disait, tu sais, elle m'a dit, je peux t'envoyer mon nutritionniste si tu veux, mais elle a une très belle courbe. Non, attendez un peu, là. De 0 à 2 ans? Oui. Elle avait une belle courbe de croissance. Non, mais avec qu'est-ce qu'elle mangeait si elle voulait pas être allaitée? Non, mais elle buvait, après ça, elle buvait, là, tu sais, peut-être 3-4 minutes, là, puis elle était correcte. Aviez-vous beaucoup de lait? Moi, elle a pu finir, j'aurais pu en ouvrir. Oui, j'avais Elle était associée. Non, mais attendez un peu. Après 3-4 minutes, elle en avait assez? Oui. Puis elle se développait bien avec ça? Ouais. Mais pourquoi vous dites qu'elle ne voulait pas que vous l'allaitiez? Ben, des fois, là, elle faisait pas 1 minute sur un bord, là, tu sais, puis des fois, après 1-2 minutes, là, elle était correcte, mais elle était juste en bas de la ligne, là. Comment elle était en bas de la ligne? Je veux dire, la fameuse ligne de croissance, là. Oui. Elle n'était pas dedans, elle était en bas, mais pas pour inquiéter la pédiatre. Ouais, OK. Fait que c'était pas une vorace, là. Née assez grosse, gros bébé, mais très peu vorace. Eh ben. Il n'y a pas nécessairement de cause psychologique, le Pierre. Non, pas à cet âge-là. Ben non, c'est pas chercher même à 14 ans. Puisque la mère, si la mère était pas bien, elle, comme des mères qui font des gros postpartum, là, Pierre, est-ce que ça peut? Ça peut faire en sorte que l'enfant est... Non, pas rapport. Non, écoute, elle avait déjà allaité. Elle avait déjà allaité, vous pas fourriez, là. Oui, puis je me sentais bien là-dedans. Oui, vous étiez à l'aise, vous aviez l'expérience, excepté qu'elle n'était pas longtemps. Et là, à un moment donné, elle s'est mise à refuser le sein complètement, c'est ça qui est arrivé? Oui. Oh! À 3 mois, là, j'ai donné le biberon, là. Oui. Puis là, ça allait bien, elle calait ses biberons. Elle calait les biberons? Oui. Vous aviez l'impression qu'elle buvait mieux au biberon qu'au sein? Ah, beaucoup mieux, là. Elle buvait tout son lait, là, puis comparativement à moi. Non. Oui, ça, c'est correct. Après ça, vous avez introduit les petits cogus? Oui. Oui, les purées? Oui. Ça marchait aussi. Ça allait bien. Les purées, ça marchait. Oui. Après ça, quand on a passé aux fruits et légumes et tout ça, là, jamais rien qui rentrait. Oui, mais est-ce qu'il était pilé ou s'il était rond? C'est des morceaux aussi, hein? J'ai tout fait, même liquide, là. Non, attendez un peu. Quand la transition... Ouais. Vous avez fait ça comme... Comme j'ai fait à la première, comme j'ai fait à la 3e, à la 4e. Oui. Je les ai fait cuire, je les ai passés au blender. Oui, OK. C'est de la grosse purée. Un peu de liquide dedans. Oui. Puis comme vous aviez fait pour l'autre, puis avec elle, ça ne voulait pas trop entrer. Non, c'est ça. Eh bien. Ouais. Et c'est vous-même qui vous occupiez de cet enfant-là? Oui, totalement. Une chose. Je reste à la maison tout le temps. De 0 à 3 ans, là, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui s'en sont occupées de cet enfant-là? Pas du tout. C'est uniquement vous. Là, on était en région éloignée. Oui. Et c'est vous qui vous en occupiez? Pardon? Et c'est vous-même qui vous en occupiez? Oui. Alors, Pierre, les explications, un psychiatre dit c'est parce que vous désiriez un garçon. Non, mais tu sais, c'est fou, là. Oui, c'est un peu charrié. On est dans l'insignifiance. C'est pas évident. Votre affaire, je dois vous dire que ça court pas les rues. Elle est restée avec une façon de s'alimenter là, très, très marginale. Ah, elle ne mange que de la viande et du riz blanc. Bref, là, elle mange pas de dessert non plus. Elle mange aucune noix. Elle mange pas...